Bienvenue pour cette traditionnelle séance de présentation des comptes du groupe STEF au pavillon Wagram. Alors aujourd'hui, la séance est un petit peu particulière. La séance est particulière parce que les événements sont un peu exceptionnels. J'imagine que vous l'avez entendu hier soir dans l'allocution du président de la République. Nous vivons la plus grave crise sanitaire depuis un siècle. Bon, c'est aujourd'hui une grave crise sanitaire, mais comme vous le savez tous, ça pourrait très rapidement se transformer dans une récession qui serait une récession mondiale. Alors, j'ai prévu de vous faire un petit point sur le sujet, notamment je vous expliquerai un petit peu tous les impacts que peut avoir le coronavirus sur le groupe STEF et sur son activité, mais je ferai ça à la fin de la séance. Alors, c'est également une séance un peu particulière parce que le groupe STEF va fêter en 2020 son centenaire. Alors à cette occasion, ce que j'ai prévu en ce début de présentation, c'est de vous faire un petit point sur l'histoire du groupe et toutes les transformations du groupe STEF tout au long du XXe siècle pour accompagner les grands bouleversements qu'a connus la société française et toutes les sociétés européennes pendant tout ce XXe siècle. Et puis ensuite, je vous expliquerai un petit peu la façon dont Marc et moi, on a envisagé les choses pour l'avenir du groupe et tout ce qu'on est en train d'entreprendre pour poursuivre l'histoire du groupe STEF. Voilà, et puis c'est quand même une séance où on doit vous parler des résultats du groupe. Alors pour les plus pressés d'entre vous, c'est pas la peine de passer toutes les pages, je vous rassure, on a bien atteint le cap des 100 millions d'euros. Voilà, au terme d'une année 2019 qui était globalement très satisfaisante. Alors, le déroulé de la présentation, bon, il est assez classique, mais comme je vous le disais, on va dire qu'on n'a pas 100 ans tous les jours, et donc on va faire une petite séquence spéciale. Je vais vous présenter quelques slides sur l'histoire du groupe. Je me dois de faire l'honneur à tous ceux qui ont participé à cette grande saga du froid, qui est l'aventure STEF depuis un peu plus de 100 ans. Donc vous aurez droit à une petite rétrospective avec quelques photos d'époque sur l'histoire du groupe qui a traversé ces 100 ans. Je vous présenterai ensuite les principaux faits marquants de l'exercice 2019. Ce sera très simple, il y en a 3 principalement. Je vous présenterai les principaux indicateurs financiers, mais là aussi de manière assez synthétique et de manière très dynamique. En quatrième partie, Marc fera une large revue opérationnelle pour revenir en détail sur toutes les performances des différents métiers, des différentes business units du groupe. Et puis, alors en partie 5, et c'est une première parce qu'il y a une attente qui est assez forte et légitime en la matière. Je vais vous faire un petit focus sur la politique de responsabilité sociale et environnementale du groupe. Voilà. Et donc, c'est une première parce que je vais essayer de faire ça maintenant de manière régulière. Je vous présenterai essentiellement les avancées du groupe STEF en matière de RSE pour l'exercice 2019. Voilà, puis on terminera avec les perspectives de l'année en cours. Et puis, bien entendu, vous aurez la possibilité de poser toutes les questions que vous souhaitez. Alors, qui dit circonstances un peu exceptionnelles, merci à vous de vous être déplacés, mais il faut savoir que la séance sera également retranscrite, puisque nous sommes filmés, elle est retranscrite en direct sur Internet. Et pour les personnes qui nous suivent sur Internet, il y aura la possibilité de poser des questions. Voilà, pour ceux qui le souhaitent, on recevra les questions et on pourra y répondre avec Marc à la fin. Voilà, alors... On a effectué quelques petites recherches dans les archives du groupe et on a retrouvé le document des statuts, les statuts qui ont été déposés en mai 1920, le 10 mai exactement, auprès de Maître Dufour. Ce sont les statuts qui permettent d'enregistrer la création de la Société française des transports et entrepôts frigorifiques. Alors à l'époque, en 1920, la Première Guerre mondiale est terminée. Il faut savoir que toute la population a souffert de malnutrition. Et donc les compagnies de chemin de fer, à l'époque elles sont nombreuses en France, elles sont une petite dizaine, les compagnies de chemin de fer ont compris qu'elles devaient investir dans le froid et qu'elles devaient être capables de transporter des denrées fraîches sur longue distance. Alors c'est le PLM, Paris-Lyon-Méditerranée, qui fonde la société STEF en 2020
À l'époque, en reprenant des wagons à l'armée française et à l'armée américaine, qui a quitté l'Europe en laissant un certain nombre de wagons sur place. Ça allait un peu vite. Hop. Voilà, et tout de suite après la fondation de la STEF au sein de PLM, PLM investit dans un nouvel entrepôt frigorifique à Paris-Bercy. C'est le premier entrepôt du groupe, juste à côté de la gare de Lyon. Ce qu'il faut retenir, c'est que la société STEF, elle a été conçue sur un modèle ferroviaire. Et les premières années de la société STEF, ce sont essentiellement des investissements dans des nouveaux wagons, et tout le développement de la société se mesure en nombre de wagons, sachant que dès 1938, la société va être prise par la SNCF, la Société nationale des chemins de fer, à l'occasion du regroupement de toutes les compagnies ferroviaires en une compagnie unique, la SNCF, en 1938. Alors, ensuite, on va dire que la société, elle connaît une forte baisse d'activité durant la Seconde Guerre mondiale, et ensuite se passe la période des 30 Glorieuses, la période d'après-guerre en France. Et il faut savoir que pendant la période de ces 30 Glorieuses, il y a deux grands changements sociétaux qui vont avoir un impact très important sur le groupe. Alors le premier, c'est l'arrivée du réfrigérateur. C'est pas sur la frise. Premier, c'est l'arrivée du réfrigérateur, parce qu'il faut savoir qu'en 1950, seulement 7% des foyers français sont équipés de réfrigérateurs, qui est une invention américaine. Et en 1960, c'est-à-dire 10 ans plus tard, la moitié des foyers sont équipés de réfrigérateurs. Ce qui veut dire qu'en l'espace de 10 ans, les Français découvrent le réfrigérateur, ce qui permet de diversifier la nourriture. À l'époque, les Français mangent essentiellement des pommes de terre, des légumes et du pain. Voilà. Donc le réfrigérateur prend une place de plus en plus importante dans les foyers français, permet de diversifier la nourriture et donne accès à un large panel de produits frais. Voilà, ça c'est un vrai changement sociétal. Le deuxième qui va impacter notre activité, c'est l'explosion du réseau autoroutier en France entre 1960 et 1970. Voilà. Deux chiffres, en 1960, il y a 150 km d'autoroute en France. 10 ans plus tard, en 1970, il y en a 1600. Donc le réseau autoroutier est multiplié par 10. Autant vous dire que ça va donner des ailes à toutes les compagnies de transport routier. Et donc, qu'est-ce qui se passe pendant cette période de l'après-deuxième guerre mondiale et jusqu'aux années 1980 ? On a d'un côté la STEF, qui est une entreprise ferroviaire, qui commence tout doucement à investir dans le transport. Et un de ses investissements les plus emblématiques, c'est dans le réseau Tradimar, une compagnie de transport routier au milieu des années 70. Et puis dans le même temps, il y a un certain nombre de familles françaises, alors il y a notamment 3 grandes familles françaises, famille Dimert en Alsace, famille Galopin en Normandie, famille Sancier dans le sud-ouest, qui sont en fait des familles qui possèdent des sociétés de transport routier, qui décident de s'allier dans un GIE, qui deviendra en 1981 la société TFE, Transport Frigorifique Européen, et qui, à cette époque, invente ces 2 ronds bleus qui symbolisent la chaîne du froid, le frais et le surgelé. Voilà, alors, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que c'est le rapprochement de ces 2 sociétés, donc une société de transport ferroviaire, la STEF, mais qui va progressivement sur la route, et TFE, une pure société de transport routier qui est une alliance entre plusieurs familles françaises. C'est le rapprochement de ces 2 sociétés au début des années 90, sous la houlette de mon père, Francis Lemort, et de son adjoint, qui est encore à sa droite, Bernard Jolivet. Voilà, sous la houlette de ces 2 messieurs, le groupe se constitue au début des années 90, et c'est ça qui va marquer la naissance du groupe actuel, qui ensuite va fortement se développer et faire un certain nombre d'acquisitions pour augmenter son empreinte sur le marché frigorifique en France et en Europe. Voilà, il y a 2 dates importantes à retenir, c'est l'entrée en bourse du groupe, qui se fait en 1988, et en 2012, une autre étape clé pour le groupe STEF, c'est que nous avons décidé d'adopter une marque unique, STEF, tout en conservant les 2 ronds bleus qui est l'apport de TFE. Alors, STEF, c'est tout d'abord 100 ans d'aventure humaine. Vous avez là des petites photos superposées. À chaque fois, vous avez une photo d'époque et puis une photo un petit peu plus moderne. Alors, ce que vous pouvez voir sur ces photos, c'est que les équipements, les techniques, les méthodes ont beaucoup évolué. En revanche, STEF a conservé sa mission première. Et sa mission primaire et première,
c'est d'approvisionner les populations. Voilà, sachant qu'on parle d'aventure humaine parce que notre groupe a toujours été pensé comme une aventure humaine avec une culture et des valeurs très fortes. Ça passe. C'est passé un peu vite. Voilà, donc 100 ans d'aventure humaine. Et on dit toujours que chez Steph, la grande force, ce sont les femmes et les hommes qui apportent leur savoir-faire d'experts et qui s'investissent au quotidien pour servir leurs clients. Voilà, alors ce modèle d'aventure humaine s'est incarné dans un projet d'entreprise qui marque le partage de la valeur, c'est le plan d'épargne entreprise. Et le plan d'épargne entreprise, il a été constitué en 1993. À l'époque, c'était une petite partie du capital. Aujourd'hui, le plan d'épargne entreprise a 17% du capital du groupe. Alors depuis la fin de la Première Guerre mondiale, les habitudes alimentaires ont également beaucoup changé. On a tout d'abord les produits consommés par les Français qui ont beaucoup évolué. À l'époque, c'était essentiellement des produits bruts, poissons, saucissons, et avec le temps, ce sont devenus des produits transformés, emballés, mis sous vide dans des barquettes plastiques. Et puis, il y a de plus en plus une évolution vers des produits plus sains, plus bio. Et puis dans le même temps, les modes de consommation ont également beaucoup évolué. C'est ce que vous voyez sur les images. À l'époque, c'était le traditionnel repas familial, la grande tablée. Et de plus en plus, les évolutions vont vers de plus en plus de repas pris à l'extérieur du domicile. Ce qu'il faut savoir, c'est que Steph a accompagné l'ensemble de ces évolutions d'habitudes alimentaires et notamment en accompagnant tous les clients de la restauration hors domicile. Aujourd'hui, c'est une activité qui prend une part de plus en plus importante dans notre groupe. Voilà. Et alors, un petit chiffre pour vous expliquer à quel point Steph a compté dans la, je dirais, dans la vie de tous les Français, de tous les Européens depuis 1920. On estime qu'aujourd'hui, en France, 60% de la consommation alimentaire est passée par notre réseau sous une forme de produits bruts ou produits finis. Alors dans le même temps, le groupe a également su s'adapter à l'évolution des formats de distribution alimentaire, puisque le fort du groupe, c'était d'avoir une chaîne de froid qui était toujours plus performante et qui a permis dans un premier temps d'accompagner les petits commerces, les petits commerces traditionnels. Et puis avec le temps, on a accompagné, je dirais, le développement de la grande distribution. Et aujourd'hui, le groupe a pris le virage pour accompagner le e-commerce et donc tous les acteurs qui développent le e-commerce. Voilà, ce qu'il faut bien voir, c'est qu'au travers de cette petite évolution un petit peu imagée, ce sont tous les moyens d'exploitation du groupe Steph qui se sont transformés. C'est-à-dire que vous l'avez compris, on est passé des wagons aux camions, et puis de cet entrepôt central qui avait été construit à Paris-Bercy et qui était unique, on est aujourd'hui à la tête d'une infrastructure de 250 sites, plateformes et entrepôts répartis un peu partout en Europe. Voilà, donc 100 ans d'aventure humaine, 100 ans d'adaptation aux évolutions de la consommation alimentaire, aux modes de distribution. Et puis le groupe Steph, c'est également 100 ans d'innovation. Alors, on aime à dire que dans le groupe Steph, on s'inscrit dans la grande lignée de l'invention de la chaîne du froid. Sachant que la chaîne du froid, elle est née avec un ingénieur français qui s'appelle Charles Tellier et qui en 1876 a relevé un défi. Et son défi, c'était de transporter 30 tonnes de viande fraîche de Rouen à Buenos Aires. Donc il l'a fait dans un bateau qui s'appelait le Frigorifique, et il a réussi ce défi. Le bateau a mis 105 jours pour arriver en Argentine, mais il a réussi dans le sens où c'est le premier à avoir créé une chaîne du froid. Voilà, c'était par voie maritime, c'était en 1876. Alors, chez Steph, les innovations, ça se concentre dans la première partie du XXe siècle, par des investissements nombreux dans les wagons. Et à l'époque, Steph a les wagons les plus en pointe, c'est pour ça qu'on voit encore aujourd'hui beaucoup de petits wagonnets. Sachant qu'à l'époque, on investit dans des wagons qui sont isothermes, puis dans des wagons qui deviennent réfrigérants, puis dans des wagons qui deviennent frigorifiques. La photo du milieu, c'est avec la naissance du réseau autoroutier. Steph investit progressivement dans des camions. Et comme vous pouvez voir, à l'époque, les camions transportent des wagons. Donc c'est du transport routier, mais c'est déjà un embryon de multimodal.
Et puis toujours au rayon des innovations, dans les années 1960, le groupe a mis en œuvre une nouvelle méthode de conservation du froid avec ces fameuses tours de glaçage, vous en voyez une à droite, qui permet d'envoyer de la glace en paillettes qui est déversée directement dans les wagons et qui permet de conserver les aliments au froid. Voilà, mais au-delà de ces innovations techniques, le groupe STEF a surtout mis en œuvre un certain nombre d'innovations métiers. Et ce sont probablement les plus importantes qui ont marqué le développement du groupe. Alors en l'occurrence, ce que vous voyez à gauche, c'est le groupe TFE. C'est TFE qui a inventé un métier. Et ce métier, c'est le métier des messageries frigorifiques, basé sur le groupage. C'est un métier qui a été inventé et développé dans les années 70, avec une accélération dans les années 80. L'idée, c'est de grouper tous les produits des industriels pour ensuite les faire transporter dans nos véhicules et les dégrouper vers tous les circuits de consommation. Voilà, et à l'époque, c'est le début de la modernisation du secteur, et c'est une innovation qui va nous permettre d'exploiter le développement du réseau autoroutier et de construire progressivement un réseau de plateformes partout en France, puis ensuite dans les autres pays européens. Sachant que cette innovation métier, elle donne également une possibilité aux industriels qui est en fait de massifier l'ensemble de leurs envois dans ces réseaux de transport. Voilà, donc ça permet également à nos clients industriels de faire des économies dans leur supply chain. Puis très rapidement, dans le groupe STEF, on a compris que c'était très bien de piloter l'ensemble de ces flux physiques, mais qu'il fallait être également en mesure de tracer de manière informatique l'ensemble de ces flux physiques. Et donc chez STEF, on a été des précurseurs en matière d'informatisation de l'ensemble de nos activités. Et donc très rapidement, on a investi dans nos propres outils pour piloter nos activités de transport. Donc c'était un TMS pour piloter le réseau de transport et un WMS pour piloter notre réseau d'entrepôts frigorifiques. Et c'est ce qui ensuite va nous permettre de faire beaucoup de productivité dans nos métiers et donc de faire beaucoup d'économies à l'ensemble de nos clients. Voilà, alors toujours dans le domaine des innovations, à l'orée des années 2000, le sujet sur lequel le groupe a beaucoup travaillé, c'est l'amélioration de la traçabilité des marchandises, et notamment avec un outil qui est un outil Infocay, c'est ce que vous voyez pour la personne de droite qui manie un pistolet, donc qui permet de bien tracer l'ensemble des marchandises dans un entrepôt. Et puis ensuite, très rapidement, on a investi dans des systèmes de géolocalisation des véhicules. Voilà, quand on parle d'innovation, plus récemment, c'est surtout le digital qui nous permet d'innover, et notamment avec la mise en place de la dématérialisation des documents de transport, ce qu'on appelle le sign on glass, et c'est la petite photo que vous voyez au milieu. Voilà, sachant que dans le même temps, puisque les entreprises de transport ont une empreinte environnementale, le groupe a également beaucoup investi dans les nouvelles énergies, à la fois pour la propulsion des véhicules, mais également pour la réfrigération. Nous avons beaucoup investi dans la cryogénie avec notre partenaire Air Liquide. C'est pour les systèmes de froid qui sont à l'arrière des véhicules. Voilà. Donc 100 ans d'aventure humaine, 100 ans d'adaptation aux habitudes de consommation alimentaire, 100 ans d'innovation. Alors, vous l'avez compris, le groupe STEF, c'est le fruit d'une longue histoire. Voilà, dans le groupe, nous en sommes très fiers. La question qu'on se pose maintenant, c'est comment prolonger cette histoire. Alors, l'avenir du groupe, ce sera trois choses. L'avenir du groupe sera notre capacité à continuer à innover, et notamment dans la conception de l'entrepôt du futur. Et l'entrepôt du futur devra utiliser toutes les nouvelles technologies, que ce soit les drones, que ce soit l'IoT, donc l'Internet des objets, que ce soit la réalité augmentée. Nous devons continuer à innover dans l'ensemble de nos outils, que ce soit les entrepôts ou les véhicules. L'avenir du groupe, c'est également notre capacité à poursuivre la transformation digitale de l'entreprise, notamment dans tout ce qui est communication et échange avec nos salariés et avec nos clients et expéditeurs. Voilà. Enfin, l'avenir de l'entreprise, ce sera notre capacité à continuer à attirer des talents et à les conserver grâce à un modèle social et managérial qui sera attractif et qui nous permettra de nous différencier de l'ensemble de nos concurrents. Voilà, au travers de ces trois pistes, je viens de vous tracer, je dirais, les quelques grands chantiers d'avenir qu'on a définis avec Marc et qui vont maintenant animer le groupe pour un certain nombre d'années.
Voilà ce que je voulais vous dire sur l'histoire du groupe Steph, hein, sur ce premier centenaire. Voilà, sachant que pour les plus curieux d'entre vous, il faut savoir on a prévu de faire un livre sur l'histoire du groupe, voilà, à l'occasion de notre centenaire, et c'est un livre qui sera édité d'ici à cet été. Voilà, donc vous pourrez partager cette histoire plus en détail dans ce livre. Voilà. On va maintenant revenir à la présentation des comptes 2019 et je vais vous présenter tout d'abord les trois grands faits marquants, hein, qui résument bien l'exercice 2019. Alors, le premier fait marquant, voilà, c'est un grand changement organisationnel qu'on a mis en œuvre dans le groupe. En France, à compter du 1er janvier 2019, nous avons décidé de créer des business units et donc de sortir d'une organisation segmentée entre transport et logistique. Donc on a maintenant 7 business units. On en aura bientôt une 8e avec la BU conditionnement. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que cette stratégie de spécialisation, elle a une vocation, c'est de répondre de manière experte à la fragmentation des marchés. Donc on a maintenant un an, je dirais, derrière nous, avec cette nouvelle organisation en BU. Ce qu'on peut dire, c'est qu'aujourd'hui, cette organisation, elle a donné ses premiers fruits, hein, c'est-à-dire qu'elle a permis de développer nos activités, elle donne satisfaction à nos clients, et c'est ce que vous verrez tout à l'heure dans les résultats. Et donc, ce qu'on va faire maintenant, c'est que cette stratégie de spécialisation en business unit, on va progressivement la développer dans chacun des pays hors de France. Donc on commencera dans les pays qui ont une taille critique importante, hein, donc je pense à l'Espagne, je pense à l'Italie, et on le fera également dans certains pays à l'occasion d'investissements immobiliers importants. Je pense notamment au Portugal où on est en train de construire une grosse plateforme de transport, et donc on va, derrière ce type d'investissement, on va accélérer dans notre stratégie de spécialistes dans chacun de nos pays européens. Le deuxième fait marquant, c'est qu'en 2019, avec l'acquisition du groupe Diad, nous sommes ouverts de nouvelles perspectives de développement sur un nouveau métier, qui est le métier du conditionnement. Alors, on en faisait un petit peu dans le groupe, mais là, avec Diad, on a franchi une étape importante, sachant que le métier du conditionnement, c'est un métier qui vient en parfaite complémentarité avec nos activités de transport et de logistique. Alors, à ce stade, donc la société Diad a été acquise au mois d'octobre 2019. La société Diad a fait un très bon exercice 2019 avec un chiffre d'affaires d'un peu plus de 15 millions d'euros. Et la contribution de Diad au résultat du groupe sur les derniers trimestres, c'est 1 million d'euros. Donc des résultats qui sont satisfaisants. Sachant que vous savez que la société Diad a une partie de son activité, un petit tiers, qui est réalisé dans l'activité du luxe et des cosmétiques. Et donc c'est un secteur dans lequel il y a un niveau d'exigence qui est extrêmement élevé. Et donc c'est un atout pour Diad qui permet en fait de tirer par le haut le niveau d'exigence dans l'ensemble des activités de conditionnement du groupe. Voilà. Le troisième fait marquant, c'est que nous avons connu une année difficile pour la méridionale, puisque vous le savez, nous avons perdu les ports principaux de Bastia et Ajaccio. Donc depuis le mois d'octobre 2019, nous sommes relégués sur les ports secondaires de Propriano et de Porto Vecchio. Voilà, donc ça a eu un impact financier assez important, sur lequel je reviendrai tout à l'heure. Et ça a eu également un impact social, puisqu'on a connu 2 mouvements de grève pendant l'année 2019, liés justement à toutes ces incertitudes, liées à cet appel d'offres pour, je vous le rappelle, une DSP de raccordement, hein, qui court de octobre 2019 à décembre 2020. Voilà pour les faits marquants, et bien entendu, le dernier fait marquant, c'est qu'on a enfin réussi à passer le cap des 100 millions d'euros de bénéfices nets. Voilà, et ça, on le doit à la fois à la confiance de l'ensemble de nos clients et également à la mobilisation de nos 19 000 collaborateurs. Voilà, donc c'est un niveau de résultat qu'on n'avait jamais atteint par le passé. Voilà, maintenant, j'espère qu'il ne faudra pas attendre 100 ans supplémentaires pour franchir le cap des 200 millions d'euros. Alors, je vais vous présenter de manière un petit peu dynamique l'évolution de nos principaux indicateurs financiers au titre de l'exercice 2019. Alors, pour commencer, le chiffre d'affaires.
On a connu pour la deuxième année consécutive une forte progression du chiffre d'affaires en 2019, plus 5,7%. Il faut se souvenir qu'en 2018, c'était déjà une progression du chiffre d'affaires de 9,4%. Donc 2 années de croissance très forte de nos activités. Alors, l'essentiel de cette croissance d'activité, elle tient notamment à la croissance organique. On a connu une croissance organique très forte, alors qui tient principalement à 3 éléments. Le premier élément, c'est que nous avons bénéficié de la mise en service de nouvelles capacités immobilières qui avaient été identifiées au moment où on a décidé de notre stratégie en business unit. On avait bien identifié qu'il nous manquait certains outils immobiliers. Ils ont été livrés au cours des 3 dernières années et la mise en service de ces outils permet de générer du chiffre d'affaires supplémentaire. Le deuxième point, c'est que nous avons réussi à obtenir des revalorisations tarifaires importantes sur les 2 dernières années et qui ont été facilitées par un mouvement de pénurie sur les chauffeurs et sur les moyens roulants qu'on a commencé à connaître dans notre secteur à partir de la fin d'année 2017 et début d'année 2018 et qui ont facilité ces campagnes de revalorisation tarifaire. Puis le troisième élément, c'est que nous sommes rentrés dans une stratégie de conquête commerciale extrêmement offensive dans un certain nombre de pays européens et je pense notamment à l'Espagne et à l'Italie. Voilà, donc ces 3 éléments portent leurs fruits et ont permis de générer une forte croissance organique. Pour ce qui est des effets périmètres, vous voyez que les effets de périmètre, donc le chiffre d'affaires lié aux acquisitions est relativement important, c'est plus de 59 millions d'euros sur l'exercice. Il faut savoir qu'il y a 60% de cet impact qui tient aux acquisitions qui avaient été réalisées en 2018, notamment l'acquisition du groupe Marconi et d'Express Marais, et 40% qui tiennent aux acquisitions de l'année, donc notamment l'acquisition de la société Grégoire Gaillard, donc en janvier 2019, la prise de contrôle de la société Netco aux Pays-Bas au 1er mars 2019 et enfin l'acquisition de Diad au mois d'octobre 2019. Pour ce qui est du maritime, vous avez bien compris qu'il y a eu deux périodes dans l'année. Il y a eu les 9 premiers mois de l'année et puis le dernier trimestre. À l'issue des 9 premiers mois, le chiffre d'affaires de la Méridionale était en légère baisse de 2 millions d'euros. Et donc cette perte de recettes s'est accélérée sur le dernier trimestre, puisque au final, le chiffre d'affaires est en baisse de 18 millions d'euros sur l'activité maritime. Voilà, et puis vous pouvez voir que l'effet carburant a très peu joué sur la période. Le résultat opérationnel. Alors, pour avoir une bonne compréhension du résultat opérationnel du groupe, je vais préciser 2 éléments. Le premier, c'est que dans ce résultat opérationnel, il n'y a aucun impact lié à la transformation du CICE en baisse de charge, puisque le CICE était déjà traité comme une minoration de nos charges de personnel en 2018. Donc il n'y a aucun impact lié à la transformation du CICE sur le résultat opérationnel. Il n'y a pas d'impact non plus lié à la mise en place de la norme IFRS 16, puisque la norme IFRS 16, sur la comptabilisation des engagements locatifs, a un impact sur l'EBITDA, mais n'a pas d'impact sur l'EBIT. Voilà, ce qui veut dire que la progression de 18,7% du résultat opérationnel, c'est une performance intrinsèque du groupe STEF, sachant que, je précise également que tout l'apport des croissances externes a très peu d'impact sur le résultat opérationnel. Nos acquisitions ont un impact sur le chiffre d'affaires, peu d'impact sur le résultat opérationnel, tout simplement parce que, vous le savez, dans le groupe, quand on achète des sociétés, il faut un temps d'intégration et donc il faut un temps qui peut être parfois relativement long avant que nos acquisitions soient relutives en termes de résultats. Alors les activités de STEF France se portent bien. Vous voyez que le résultat opérationnel de nos activités françaises est en progression de 26 millions d'euros. Alors ça tient à plusieurs éléments. Tout d'abord, on a une forte croissance d'activité de toutes nos BU qui est couplée à une amélioration de la qualité de service. On avait un objectif pour l'année 2019 qui était d'améliorer la qualité de service. Notre taux de non-qualité sur l'ensemble des activités en France a baissé de 0,98% du chiffre d'affaires à 0,85% du chiffre d'affaires. Le deuxième élément, et j'en ai déjà parlé, c'est qu'on a bénéficié de la montée en régime de tous les nouveaux sites qui ont été livrés au cours des 3 dernières années. Et enfin, ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'aujourd'hui, toutes nos business units en France sont rentables
à l'exception de l'activité seafood, qui est actuellement en train de revoir son dispositif suite à l'intégration de la société Express Marais en 2018. Alors l'activité internationale retrouve également des couleurs en 2019. On avait connu un petit passage à vide en 2018 et les choses sont reparties en 2019 avec un résultat opérationnel qui progresse de 15 millions d'euros à 39,2 millions d'euros. Alors, hormis 2 millions d'euros de produits exceptionnels liés à un remboursement des compagnies d'assurance sur un sinistre qu'on a connu en Espagne en 2018, donc 2 millions d'euros de remboursement exceptionnel. Hormis cet élément, tout le reste, c'est du résultat courant. Voilà, sachant que là aussi, le résultat progresse dans tous les pays du groupe, donc dans tous les pays européens, à une exception, les Pays-Bas, puisque vous savez que aux Pays-Bas, on est en train de mener un chantier de transformation extrêmement lourd qui consiste à construire un réseau de transport qui n'existait pas, avec un même système d'information, avec les mêmes standards applicatifs métiers, voilà, avec une société, notamment la société Netco, qui vient de rentrer dans le périmètre néerlandais. Donc c'est un chantier d'ampleur et qui va prendre un petit peu de temps. Voilà, et puis comme vous pouvez le voir, les bonnes performances que le groupe a obtenues en température dirigée, à la fois en France et à l'international, permettent de compenser les premières difficultés que nous avons ressenties sur l'activité maritime. Voilà, et puis la question me sera posée, donc concernant les éléments exceptionnels liés à des plus ou moins values de cession d'actifs, je précise qu'en 2019, on a enregistré 2,7 millions d'euros de produits exceptionnels, donc sur des cessions de véhicules et des cessions d'immobilier. C'est peu ou prou le même montant qu'en 2018, puisqu'en 2018, c'était une plus-value de 3,3 millions d'euros. Voilà. Donc ces éléments de gestion du patrimoine n'ont pas d'impact sur l'évolution du résultat opérationnel. Alors, je vous propose un petit focus sur le taux d'imposition du groupe, puisque, comme vous pouvez le voir, le taux d'imposition du groupe s'est fortement alourdi en 2019, donc il passe de 27,5% en 2018 à 36% en 2019. Alors, il y a deux raisons principales. La première, on l'avait anticipé, c'est la transformation du CICE en baisse de charge. Il faut savoir qu'en 2018, le CICE, c'était un crédit d'impôt d'un peu plus de 21 millions d'euros. En 2019, c'est une baisse de charges sociales, ce qui vient augmenter, je dirais, la base imposable et donc qui augmente lourdement notre taux d'impôt. Cette transformation du CICE, elle joue pour à peu près la moitié de l'augmentation du taux d'impôt. Voilà, la deuxième explication, c'est sur nos activités maritimes, puisque dans nos activités maritimes, nous sommes soumis à la taxe au tonnage, qui est en fait un impôt forfaitaire qui est indépendant du niveau de résultat fait par la société. Voilà. Ce qui veut dire qu'en 2019, la perte réalisée dans nos activités maritimes n'a pas généré d'économie d'impôt, alors qu'en 2018, le profit n'avait quasiment pas été fiscalisé, puisque c'est le principe de cette fameuse taxe au tonnage. Et je dirais la deuxième partie de l'augmentation du taux d'impôt, ça tient essentiellement à cet effet sur nos activités maritimes. Voilà, et c'est ce qui explique qu'on ait une forte hausse du taux d'imposition en 2019. Voilà, alors en dernière ligne, donc comme vous pouvez le voir, on a réussi à atteindre le cap des 100 millions d'euros de bénéfices. C'est vrai que c'est une satisfaction pour le groupe. Ça faisait maintenant 2 ans qu'on butait sur ce cap des 100 millions d'euros de bénéfices. Fin 2018, c'était à cause du mouvement des Gilets jaunes. L'année précédente, c'était à cause de la fameuse surtaxe d'impôt qu'on avait subie. Voilà, on l'a atteint et ce qui est satisfaisant, c'est comme vous pouvez le voir sur ce petit graphe, c'est essentiellement grâce à l'amélioration des marges opérationnelles du groupe, puisque l'effet d'impôt est très négatif et les charges financières sont restées relativement stables sur l'exercice. La petite augmentation des frais financiers, ça tient essentiellement à l'impact de la norme IFRS 16. Voilà, pour terminer sur ce petit chapitre financier, quelques éléments sur les ratios du groupe. Et notamment, on vous a synthétisé tout en bas les principaux impacts de la mise en place de la norme IFRS 16. Donc, à partir de début 2019, donc la norme IFRS 16 qui prévoit de comptabiliser tous les engagements locatifs du groupe. Donc, il faut retenir que ça a un impact positif sur les EBITDA, plus 44 millions d'euros, ce qui nous permet
d'atteindre 324 millions d'euros en EBITDA. Alors là, on parle de quoi? On parle essentiellement des contrats de location de nos véhicules. Cette norme IFRS 16 nous oblige à requalifier à peu près 3100 contrats de location. Et sur ces 3100 contrats de location, il y en a 2100 qui tiennent à des contrats de location de poids lourds, essentiellement des tracteurs. Donc en termes de nombre de contrats, ce sont essentiellement les véhicules. Quand on regarde en termes de valeur absolue, d'impact, c'est à peu près à 50% les véhicules d'exploitation et à 50% des engagements immobiliers, notamment des loyers. Donc ce sont les deux éléments principaux qui expliquent les effets de la norme IFRS 16. Voilà, et ça se traduit également par une augmentation de la dette locative de 170 millions d'euros. Voilà, pour le reste, ce que vous pouvez voir sur les tableaux du haut, c'est que en 2019, nous sommes revenus à une situation un peu plus normative, de free cash flow positif, après une année 2018 qui était un peu exceptionnelle, avec un free cash flow qui avait été négatif et qui tenait essentiellement à la prise de contrôle du groupe Marconi en Italie. Voilà, donc retour à une situation plus normative de free cash flow positif, sachant que pour 2020, on attend un plan d'investissement qui devrait être assez similaire à ce que nous avons connu en 2019, ce qui veut dire qu'on devrait maintenir un free cash flow positif. Voilà, je vais maintenant laisser la parole à Marc pour la revue opérationnelle. Bonjour mesdames, bonjour messieurs. Comme vous avez pu le découvrir, donc une année 2019 qui termine plutôt bien dans un contexte de marché qui n'est pas celui que nous avions observé en 2018. Donc on observe vraiment un ralentissement de la consommation en Europe, mais également en France, puisque la consommation alimentaire des produits sur l'ensemble de l'espace européen ne progresse que de 0,8%. Elle était de 1,1% au moment, il y a 6 mois, où on vous présentait ces mêmes données, et sur le périmètre France, de 0,4%. Donc ce contexte de consommation, en tout cas de ralentissement de la consommation, on va le voir, il a eu finalement assez peu d'impact sur la bonne tenue de nos affaires. Voilà. Ce qui s'est passé en 2019, il faut retenir 3 éléments majeurs. Le premier, c'est un modèle France qui confirme sa robustesse. Stanislas en a parlé. Nous avons transformé l'organisation pour la spécialiser sur les marchés. Par cette opération, nous sommes devenus des références plus fortes en répondant de manière de plus en plus ciblée à la demande de nos clients. Cette évolution a permis vraiment, et je vais revenir tout à l'heure lorsque je vais un peu détailler le contenu de chacune des BU, mais vraiment a permis de consolider nos modèles. Et puis en Europe, un élément majeur, c'est que nous continuons, à travers les opérations de croissance externe, mais pas seulement, à développer notre modèle de groupage dans tous les pays où nous sommes présents. Pour accompagner cette croissance, nous avons recruté autour de 1000 salariés supplémentaires au niveau du groupe. Il faut savoir que pour recruter 1000 personnes, il faut quasiment en embaucher 3 fois plus. Puisqu'il y a évidemment un turnover. Et puis, la dynamique du marché de l'emploi en France, mais pratiquement partout en Europe, fait qu'il y a du turnover et on a une observation d'une certaine accélération de ce turnover. Donc, nous avons embauché 2800 personnes pour en conserver 992 pour accompagner le développement de nos activités partout en Europe. Alors, ce qui se passe autour de nous, ça bouge énormément. Je vous l'avais annoncé il y a 6 mois, mais le changement d'habitude de consommation, de comportement des consommateurs qui deviennent de plus en plus exigeants ne peut pas ne pas avoir d'impact sur l'ensemble des canaux. Le consommateur est devenu zapper, il est exigeant, il consomme de manière complètement aléatoire sur les différents canaux. Il veut savoir d'où viennent les produits, comment ils sont fabriqués. On n'est plus dans la consommation de masse, on est dans une consommation qui se fragmente de plus en plus. Et cette fragmentation, eh bien, elle a plusieurs effets. Le premier effet, c'est que l'acte d'achat est un acte de plus en plus isolé et de plus en plus petit.
Cette fragmentation fait que finalement, au lieu d'acheter tout au même endroit, je fragmente. Je me fais livrer mes repas à domicile ou sur mon lieu de travail. J'utilise le e-commerce. Je me fais livrer à travers les enseignes de grande distribution. Je vais chercher mes produits bio dans des boutiques spécialisées. Et donc, cet éclatement de la consommation, évidemment, a des impacts très lourds sur les chaînes traditionnelles de distribution. Et on sait aujourd'hui que la plupart des enseignes de distribution sont malmenées sur l'évolution de nos modèles. Je ne veux pas dire qu'elles ne comprennent pas ce qui se passe, mais par exemple, le format hypermarché, vous le savez tous, il a du plomb dans l'aile. Une partie importante de ce qui y était commercialisé à travers les hypermarchés, je pense notamment le non alimentaire, aujourd'hui est extrêmement malmenée. Et donc, les enseignes de distribution ont été contraintes de revoir leur format. La proximité, notamment dans les grandes villes, le format de proximité est le format qui a le vent en poupe. On voit l'apparition, l'entrée sur le marché du bio de la plupart des enseignes de distribution. Ça, c'est une nouveauté. Et puis, il y a le format d'indépendants, je pense à Leclerc, je pense à Système U, je pense à Intermarché, qui fonctionne très bien, puisque la proximité fait qu'on est proche du consommateur. Il y a également des enseignes de hard discount qui s'en sortent très très bien, je pense à Lidl. Donc vous voyez, il y a une recomposition de cet espace, et cette évolution de la grande distribution a évidemment des impacts sur la chaîne logistique. Donc toutes les enseignes sont en train de revoir leur modèle d'organisation de la supply chain. Alors pour faire tout ça, pour livrer le consommateur à domicile, pour livrer les hypermarchés, pour livrer les plateformes logistiques, eh bien il faut des moyens. Il faut des moyens logistiques, il faut des entrepôts de plus en plus performants, de plus en plus mécanisés. Il faut des camions, il faut des plateformes, il faut des triporteurs ou il faut des petits moyens pour livrer les centres-villes. Et ça veut dire en fait que cette transformation-là, il ne faut pas la voir pour nous comme une menace, mais plutôt comme une opportunité. D'abord parce que la logistique, c'est notre métier, et la logistique est une parfaite réponse à l'évolution de ces habitudes et de ces modèles. Et l'avantage que nous avons, c'est que nous sommes positionnés sur l'ensemble des segments de la supply chain. On a parlé de la spécialisation. Tous les segments de la supply chain, qu'il s'agisse de logistique ou de transport, eh bien nous apportons la réponse adaptée qui nous permet finalement de surfer sur la vague. Et quel que soit là où va le marché, eh bien il y a toujours une réponse. Et ça, c'est très significatif et très important pour nous. Je vous propose de rentrer un petit peu dans le détail de l'ensemble de nos périmètres, de l'ensemble de nos BU, pour comprendre ce qu'il s'est passé. La France est aujourd'hui un seul et même périmètre, composé de 7 BU, Stanislas l'a dit, bientôt 8, lorsque nous allons mettre en musique la BU de conditionnement et de co-manufacturing et co-packing. Nous avons franchi le cap symbolique en France de 2 milliards d'euros de chiffre d'affaires. Nous atteignons 2,55 milliards d'euros. Le résultat opérationnel, on l'a vu précédemment sur les slides présentés par Stanislas, un résultat de 128 millions d'euros, donc qui représente une progression d'un quart, de 25%. Sur les 992 personnes recrutées l'an passé, 600 ont été recrutées en France. Voilà, donc on illustre sur l'ensemble du périmètre France, eh bien une parfaite dynamique, une très bonne dynamique d'activité. On a vu un peu plus de 5% de croissance de chiffre d'affaires. L'ABU flux frais, c'est l'ABU la plus importante, qui voit son chiffre d'affaires progresser de 2,9% dans un marché, je vous l'ai dit, qui progresse de 0,4%. Donc nous avons fait mieux que le marché. Que s'est-il passé dans cette BU? Cette BU a été la première touchée par la réorganisation de la France, puisqu'elle abritait dans ses structures pratiquement toute la mutualisation des structures centrales. Et donc elle a dû céder aux autres BU, soit des structures mutualisées, soit même des périmètres, parce qu'il y avait dans cette BU, par exemple, des sites qui faisaient du surgelé, et donc cette BU a transféré un certain nombre de périmètres opérationnels à d'autres BU. Eh bien, on voit que ça n'a pas impacté sa performance ni sa croissance, puisqu'elle affiche une performance bien supérieure à ce qu'offre le marché. Nous avons fortement maîtrisé les processus opérationnels, donc la performance opérationnelle, ainsi que la qualité. Stanislas l'a dit, la BU flux frais améliore ses coûts de non-qualité de près de 2 millions d'euros cette année, en travaillant sur la rigueur dans l'application des processus. Un élément qui va peut-être faiblement vous parler, mais nous avons vécu
dans cette BU, une transformation importante dans nos offres commerciales. Nous avons décidé de segmenter nos offres commerciales et d'apporter des réponses spécifiques à des besoins homogènes de chacun de ces marchés. Ça veut dire que nous allons mieux répondre à certains de ces marchés, mais ça a été surtout une formidable occasion pour cette BU de travailler sur l'amélioration du digital et donc de l'ensemble de l'offre client. Nous avons travaillé par exemple sur la dématérialisation des documents de transport. Nous avons dématérialisé la signature des bons de livraison lors des opérations. Il n'y a plus de documents aujourd'hui puisque les destinataires signent sur des smartphones. Nous avons développé des systèmes d'interface avec les conducteurs. Donc ça a été une formidable occasion pour cette BU d'intégrer du digital pour la rendre plus performante et plus disponible pour ses clients. La BU Supply Chain, c'est une BU donc spécialisée dans l'externalisation logistique des produits pour le compte des industriels. Donc nous gérons quelques entrepôts en France qui gèrent les stocks de nos clients industriels. C'est une BU qui a démontré sa robustesse au cours de 2019. Nous avions démarré un site en 2017 à Darvaux, à une centaine de kilomètres au sud de Paris, avec toutes les difficultés que peut représenter l'ouverture d'un site. Nous avons définitivement réglé les problèmes économiques. Nous avons amélioré le taux de remplissage de cette activité. Nous sommes passés à 85% de remplissage et de saturation du site et nous avons atteint un niveau de performance économique satisfaisant. C'est le cas également d'un site que nous avions en région lyonnaise, à Chaponnet, que nous avons réussi à mettre en performance. Donc cette BU, fin 2019, affiche des performances très, très satisfaisantes. Le surgelé. Le surgelé, comme vous pouvez le constater, affiche un retrait de chiffre d'affaires de moins 1,2%. Si l'ensemble du marché alimentaire en France ne progresse que de 0,4%, les produits surgelés, c'est vraiment flat, ça ne progresse pas. Et dans ce grand mouvement de restructuration des modèles de la grande distribution, nous avons dû gérer en 2019 la réintégration de certaines activités, de certains contrats que nous avions avec des enseignes de distribution. Donc nous avons dû gérer la décroissance. Et pourtant, eh bien, rien ne se voit à travers les chiffres. Nous avons bénéficié d'un contexte de marché favorable, notamment lié à la crise mondiale du porc. Vous savez que la Chine souffre de la peste porcine africaine, et donc qui a généré chez nous beaucoup d'opérations de congélation, de stockage et de préparation à l'exportation de ce produit-là. Et donc ça a rendu nos activités surgelées, d'entreposage surgelé, très dynamiques. Nous avons géré l'été dernier, avant l'été dernier et l'été dernier, une campagne de glace, de produits de crème glacée, extrêmement satisfaisante, extrêmement dynamique. Et puis, vous devez le savoir, le secteur de la boulangerie, pâtisserie, viennoiserie est extrêmement dynamique. Plus personne, ou presque plus personne ne fait son pain. Donc nous avons une activité aujourd'hui de livraison des produits congelés de panification qui est vraiment et en domestique et à l'exportation qui est très dynamique. Donc ces trois opérations combinées nous ont permis d'afficher en 2019 une très bonne tenue des activités du surgelé. Nous avons également bénéficié sur cette activité de surgelé de, on va dire, de la baisse du coût d'achat de l'énergie. L'énergie pèse énormément sur le compte de résultat du surgelé et nous avons profité de cette baisse du coût de l'énergie cette année. Et je vous disais, donc le dernier élément marquant de cette BU surgelée, c'est la réintégration de certaines activités que nous gérions pour le compte de certains acteurs de la grande distribution qui ont été réintégrés. Le TSA et le conditionnement. C'est notre BU la plus jeune, la plus fraîche, la plus dynamique. Alors pas la plus fraîche, parce que c'est celle dont la température est la plus élevée, mais c'est celle qui a l'histoire la plus récente. Nous avons, dans les 3 dernières années, construit 2 gros entrepôts, un à côté d'Orléans, à Poupry, et un à côté de Lyon, à l'île d'Abo, que nous avons petit à petit mis en performance et nous avons augmenté le niveau de saturation des entrepôts. C'est une BU qui affiche une croissance de chiffre d'affaires de 13,2%, voilà, et qui a été complétée en fin d'année 2019 par l'acquisition de la société Diad, l'acquisition d'un savoir-faire complémentaire aux activités de TSA sur le conditionnement, c'est-à-dire le co-packing et le co-manufacturing, qui sont des activités nécessaires, et ce sont des boosters de développement, je vous l'avais expliqué il y a 6 mois, des boosters de développement
pour l'activité du TSA, puisque c'est ce que l'on appelle la différenciation retardée, qui permet aux industriels de conditionner les produits au moment de leur mise sur le marché. Et donc l'objectif, c'est de continuer à se développer sur le conditionnement de façon à booster nos activités de TSA. C'est la plus petite BU, c'est une 50aine de millions d'euros à peu près, mais sur laquelle nous fondons beaucoup d'espoir. Le seafood, Stanislas en a parlé, eh bien c'est un marché difficile. Je voudrais vous dire qu'en 2 ans, la consommation du seafood a baissé de pratiquement 7% en France. Et c'est à peu près la même tendance dans la plupart des pays d'Europe. Donc nous sommes sur un marché qui est peu porteur et surtout, la surpêche fait qu'aujourd'hui nous avons à faire face à une raréfaction de la ressource. Et donc dans un marché dont la consommation régresse parce que la ressource n'est pas disponible, évidemment, il est beaucoup plus difficile de gérer la diminution que la progression. Voilà. Également, nous avons fait l'acquisition l'an passé d'une société qui s'appelle Express Marais, qui était une PME, qui était un partenaire historique qui est venu donc compléter notre dispositif opérationnel. Et comme l'a dit Stanislas très justement, pour intégrer des sociétés, étendre nos systèmes d'information et standardiser nos méthodes de travail, eh bien évidemment, il faut du temps, probablement plus que ce que nous avions prévu. Nous sommes optimistes sur le futur, mais pour l'instant, en tout cas sur 2019, cette BU n'a pas démontré cette capacité à améliorer sa performance. Alors, le retail, la GMS, qui est un secteur d'activité dans lequel la plupart des acteurs souffrent. La plupart de nos clients souffrent, mais néanmoins, comme vous pouvez le constater, notre chiffre d'affaires progresse de manière significative, 12,3%. Alors, pour quelles raisons? Nous avons 2 types d'acteurs. Nous avons les acteurs traditionnels et nous avons les acteurs de e-commerce. Sur l'activité traditionnelle, nous avons démarré en début 2019 un nouveau site pour le compte d'un gros client de GMS dans le sud de la France et donc qui a évidemment développé naturellement le chiffre d'affaires. C'est un site qui immédiatement a bien fonctionné et nous avons atteint le niveau de performance qui correspond à nos standards. Et nous avons, comme vous le savez, décidé de développer fortement les activités de e-commerce. Nous gérons pour le compte de Carrefour à Aulnay-sous-Bois une grosse plateforme logistique destinée à la livraison des drives sur à peu près la moitié de la région parisienne. Nous avons travaillé sur la préparation de la mécanisation de ce site pour pouvoir doubler la capacité de préparer des commandes. Cette mécanisation, la première étape de mécanisation a vu le jour en ce début d'année 2020 pour pouvoir doubler cette capacité d'ici le début 2021. Voilà. Donc le e-commerce progresse de 40% dans nos comptes, ce qui explique que cette BU, elle est très satisfaisante en termes de croissance de chiffre d'affaires, mais également en termes de performance économique. Voilà un secteur qui nous semble extrêmement prometteur. J'ai parlé tout à l'heure en introduction de l'évolution des modes de consommation. Eh bien, il faut savoir que la prise de repas à l'extérieur affiche des taux de croissance qui continuent d'être très dynamiques. 6,2% de croissance du chiffre d'affaires. Le marché en France de la RHD progresse de 1,7%. Voilà. Nous avons la chance d'être portés par un gros client de la restauration chaînée qui, dans un projet de grande transformation, nous l'accompagnons et donc nous sommes évidemment contributeurs. Enfin, ce client est fortement contributeur à la croissance que nous affichons sur ce marché. Nous avons en 2019 complété notre dispositif opérationnel par l'ouverture de 2 sites, un en région lyonnaise, à Mions, et un dans le sud de la France, après l'été, à Miramas. Donc, nous sommes en train de bâtir un modèle opérationnel très robuste pour accompagner de manière spécialisée nos clients de la RHD. La RHD, c'est pas du transport, c'est pas de la logistique, c'est un autre métier. Voilà. Et nous avons décidé de nous spécialiser. Alors nous avions des raisons, il y a quelques temps, il y a quelques mois, voire quelques années, de douter, puisque c'est vrai que c'est un investissement que nous avons fait sans que nous ayons le retour sur investissement dans des temps courts. Je crois pouvoir dire aujourd'hui que le travail en profondeur sur les processus, sur l'amélioration de la qualité et de la performance opérationnelle, nous avons aujourd'hui atteint un niveau de partenariat et de discussion avec nos clients qui est très prometteur pour le futur. Voilà. Nous avons une performance économique qui n'est pas au rendez-vous en 2019, mais nous avons divisé par 2 les pertes que nous avions enregistrées en 2018. Et nous pensons sincèrement que les choses vont changer de couleur à partir de 2020,
voire 2021. Voilà, c'est un secteur très difficile. Nous sommes pratiquement le seul opérateur en France multi-client. Il y a des opérateurs sur la RHD en France, il y a des grossistes, mais l'opérateur prestataire spécifique multi-client, je crois qu'il n'y en a pas au niveau national. Donc nous sommes ambitieux, nous avons un management de grande qualité qui a travaillé en profondeur sur l'amélioration des processus et sur les relations clients, et je pense très sincèrement que dans les prochains mois et les prochaines années, nous obtiendrons satisfaction. Voilà pour la France. Donc en synthèse, la France va plutôt bien. La spécialisation nous a permis de renforcer notre modèle, okay, et à l'exception d'une BU qui est le Seafood, qui est en work in progress, eh bien, tout le reste est orienté plutôt de manière positive. À présent, parlons de l'Europe. Nous avons connu en Europe une croissance d'activité significative, on l'a vu tout à l'heure, on va le revoir, 11%, donc c'est écrit dans ce slide, donc pour atteindre un chiffre d'affaires de 860 millions d'euros. Et la plupart des pays participent à cette dynamique de croissance d'activité. Un résultat opérationnel de 39 millions. Et dans nos 1000 recrutements, eh bien 400 recrutements supplémentaires concernent les pays hors France. Alors l'Italie, qui est lourdement touchée par la crise sanitaire aujourd'hui, a connu une année 2019 très, très satisfaisante. Et en particulier sur nos marchés traditionnels. Quand je parle de marchés traditionnels, c'est les activités de logistique de massification en frais et de transport de groupage en frais sur l'ensemble de la péninsule. Ces activités sont en forte croissance. Notre modèle opérationnel est bon, il satisfait nos clients. Et je rappelle que la croissance en Italie, enfin, ce n'est pas une croissance, c'est une évolution légèrement négative en 2019. Eh bien, nous avons une croissance d'activité très dynamique. Vous voyez, 11%, c'est satisfaisant. Nous sommes en train de renforcer notre modèle. Nous avons étendu un site à Bologne. Donc, nous avons agrandi de 8000 m² supplémentaires. Nous avons ouvert une plateforme pour les produits de la mer à côté de Rome, à Tivoli, de 5000 m². Nous avons des projets cette année. Nous allons ouvrir un site au nord-est de Milan et un site à Cesena, proche de la côte adriatique. Voilà. C'est-à-dire que cette croissance est accompagnée par l'évolution de notre dispositif et par la densification de nos réseaux. Nous avons cette année, en 2019, poursuivi l'intégration de la société Marconi, c'est-à-dire notre entrée, notre percée sur le secteur du surgelé. Eh bien là également, ça prend du temps. C'est un gros paquebot. Hein. Je rappelle que nous avons 1 million de mètres cubes entre Milan et Parme. Voilà. C'est quelque chose qui prend du temps. Donc nous avons une phase d'intégration qui est longue, qui est probablement là aussi plus longue que prévu, mais nous avons espoir de la remettre sur les rails au cours de cette année 2020. L'Espagne et le Portugal, dans les taux de consommation, sont les deux pays qui tirent l'Europe. C'est vraiment les deux locomotives de l'Europe. Nous affichons un chiffre d'affaires de 6,3% en croissance pour l'Espagne et de 15,8% au Portugal. Le Portugal est le pays dont le taux de croissance est le plus élevé en Europe. Pas de commentaire particulier, si ce n'est qu'en Espagne et au Portugal, nous faisons une année économique historique. Nous n'avons jamais atteint un niveau de performance tel que celui que nous avons clôturé en 2019. Toutes les activités y contribuent. En Espagne, les activités de groupage domestique et international participent à cette performance, ainsi que les activités de RHD qui progressent de plus de 10%. Voilà. Et au Portugal, ce sont toutes les activités qui progressent et qui nous permettent d'afficher une performance qui est très satisfaisante. Alors, la Belgique, les Pays-Bas et la Suisse qui sont regroupés au sein de ce que nous appelons le cluster Europe du Nord. Et je vais commencer par la Belgique, qui est un pays qui, comme l'Italie, affiche une évolution de la consommation alimentaire en décroissance. Eh bien, par la mise en place d'un plan d'action rigoureux, nous avons travaillé sur le déroulement de nos process opérationnels et nous avons amélioré notre performance économique de manière significative. Deux difficultés, c'est la Suisse et les Pays-Bas. Je vais commencer par les Pays-Bas. Stanislas en a parlé. Nous avons décidé d'entrer sur ce pays-là, qui est un pays dont le pouvoir d'achat est élevé. C'est un des premiers pays exportateurs de produits agroalimentaires en Europe, et c'est la raison pour laquelle nous avons décidé d'y entrer. Mais évidemment, c'est un pays qui ne nous attendait pas, dont le marché était à maturité, donc évidemment, il faut se faire une place.
Les Hollandais sont des industriels, sont des entrepreneurs, c'est un pays de transporteurs, et se faire une place, ça prend du temps, il faut se faire une réputation, il faut aligner les processus aux standards du groupe, c'est ce que nous avons fait en 2019. Le système d'information a été migré pendant les 6 premiers mois de l'année. Voilà. Et nous avons mis en place une territorialité. Donc nous avons attribué des fonds de commerce et des secteurs de livraison à chacune de ces 3 unités. Eh bien, nous sommes en train de mettre ça en performance. Ça prend du temps parce qu'il ne s'agit pas de le décréter et d'avoir des systèmes d'information. Il faut avoir des personnels et des collaborateurs qui sont habitués à nos process. Donc nous sommes en train de les former, de les accompagner, d'envoyer des ressources françaises pour accélérer l'acquisition de ces compétences. Et là encore, nous avons fait un choix stratégique de nous implanter aux Pays-Bas. Eh bien, nous irons au bout jusqu'à ce que nous atteignions, comme nous l'avons fait par ailleurs, le niveau de performance attendu. Pour la Suisse, c'est un peu différent. Nous avons décidé de rentrer dans ce pays-là. Nous étions déjà en Suisse, mais plutôt sur l'activité d'entreposage surgelé. Et nous avons décidé 2 choses. De nous intéresser au secteur des produits frais, sur lequel nous n'étions quasiment pas présents. Et également, nous avons décidé d'une implantation dans la Suisse alémanique, qui est la partie la plus riche de la Suisse. Là encore, la Suisse est un pays, n'est pas un grand pays, sans vouloir offenser qui que ce soit, et c'est un pays dont le marché est à maturité. Donc on ne nous attendait pas, donc là encore il faut se faire une place. Nous avons changé le management en 2019 de ce pays, et nous avons de bonnes raisons de penser que les choses vont s'inverser. Elles sont en train de s'inverser, les performances s'améliorent. Nous avons cette confirmation encore en début d'année 2020. Nous avons fait des choix opérationnels, notamment d'externaliser une partie de nos activités de livraison sur les secteurs excentrés. La Suisse a la particularité d'être un pays montagneux. Il y a des secteurs qui sont peu denses où pour aller livrer, ça coûte cher. Et nous avons décidé de mutualiser ces activités de livraison à travers des organisations de sous-traitance et de partenaires. Voilà. Donc pour la Suisse, c'est un message très positif que je vais vous transmettre aujourd'hui. Le management en place et les choix que nous avons faits devraient porter leurs fruits dans les prochains mois. Voilà, j'en ai terminé pour les activités France et internationales. Je vais laisser la parole à Stanislas pour le maritime. Merci. Allez, pour terminer cette petite revue opérationnelle, je vais vous parler de notre activité maritime. Alors pour ce qui est de notre activité maritime, l'année 2019 a été une année, on va dire, d'incertitude, puisque il faut mettre ça en parallèle avec un appel d'offres qui a été lancé en novembre 2018 par la collectivité corse pour la mise en place d'une DSP de raccordement, délégation de service public de raccordement, entre le mois d'octobre 2019 et décembre 2020. Et à l'heure où je vous parle, on n'a toujours pas les résultats sur l'intégralité de cet appel d'offres, puisqu'on attend encore, normalement ce sera d'ici à la fin du mois d'avril, l'attribution d'une DSP sur 2 ports secondaires, Porto Vecchio et Propriano, sur 8 mois entre mai et décembre 2020. Voilà. Donc un appel d'offres qui s'est étiré dans le temps, avec des résultats en tiroir. Je ne vais pas revenir sur le contenu de cet appel d'offres. Le résultat, vous le connaissez, on a perdu les 2 ports principaux de Bastia et d'Ajaccio, ce qui a suscité beaucoup d'interrogations et de doutes dans notre personnel, avec une conséquence, ces 2 mouvements de grève qu'on a connus au mois de février 2019 et au mois de juin 2019. Ces mouvements de grève ont eu un coût qu'on estime à peu près à 1,5 million d'euros. Toujours est-il que la saison estivale 2019 s'est plutôt bien passée pour la méridionale. Et à la fin du mois de septembre, la méridionale avait encore un résultat positif de l'ordre de 3 millions d'euros. Voilà. À partir du mois d'octobre, les choses se sont un petit peu corsées, sans faire un vilain jeu de mots. Et donc on s'est retrouvé relégué sur les ports secondaires, donc avec Propriano en direct, et on a mis à disposition de Corsica Linea un bateau, le Piana, pour la desserte du port de Porto Vecchio. Voilà, alors les conséquences sur un plan financier, c'est assez simple à imaginer. On est dans une logique où nos recettes propres ont baissé à partir du mois d'octobre, tout simplement parce qu'on desservait des ports dans lesquels le trafic est moins important, un port secondaire. Donc nos recettes propres ont baissé. Puis dans le même temps, la compensation financière versée par la collectivité corse a baissé également.
Sachant que dans le même temps, notre dispositif opérationnel est resté le même, hein, même nombre de bateaux, même personnel, donc un coût relativement fixe. Et donc mécaniquement, la différence, ce sont les pertes. Alors comme vous pouvez le voir, hein, sur l'ensemble de l'exercice, la méridionale finit avec un chiffre d'affaires en baisse de 16% à 94 millions d'euros et la perte opérationnelle est de 6 millions d'euros. Alors pour 2020, on est au mois de mars, pour 2020 la situation sera encore compliquée pour notre filiale la méridionale, puisque nous avons uniquement 2 bateaux sur des DSP Corse. Donc on a le Calisté qui continue à desservir le port de Propriano, et puis depuis le mois de février, on a un bateau qui est en direct sur Porto Vecchio dans le cadre d'une délégation de service public, donc c'est le Piana, dans le cadre d'une délégation de service public de 3 mois qui court jusqu'à la fin du mois d'avril. Voilà. L'appel d'offres a été lancé pour les 8 derniers mois de l'année. Nous sommes le seul armateur à avoir déposé un dossier, donc on a une bonne chance de gagner une prolongation de 8 mois sur cette délégation de service public sur ces 2 ports secondaires. Voilà. Et tout ça, ça fait 2 bateaux. Alors le troisième, c'est le Girolata. On a signé une charte d'affrètement avec un armateur italien qui s'appelle GNV. Pour fréter le Girolata en time charter, c'est-à-dire le bateau plus l'équipage, à partir du 1er janvier 2019 jusqu'à la fin du mois de septembre 2019, donc pour 9 mois, sachant qu'on a une option de prolongation jusqu'à fin décembre 2019 et une autre option de prolongation jusqu'à fin mars 2021. Voilà, et le bateau est utilisé sur une ligne en Italie entre Rome et la Sicile. Donc ça, c'est pour notre troisième bateau. Et puis vous savez qu'on a commandé un quatrième bateau, le Liverpool Seaways, avec une option d'achat qu'on va honorer à la fin du mois d'avril, un investissement de 30,6 millions d'euros. Et donc pour ce bateau, nous sommes à la recherche d'une solution de frettement, frettement contenu, puisque pour l'instant, nous n'avons pas d'équipage sur ce bateau. Voilà. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que, en fonction de ces différentes hypothèses et de notre capacité à bien utiliser chacun de ces bateaux, de ces différentes options de prolongation, on s'attend sur l'exercice 2020 à avoir une perte d'exploitation qui sera comprise entre 25 et 30 millions d'euros. Donc une perte qui va naturellement s'aggraver sur l'exercice. Et je vous en dirai un petit mot tout à l'heure, mais il faudra attendre l'exercice 2021, donc l'année prochaine, pour voir une embellie dans notre activité maritime. Voilà, on en a terminé pour cette partie revue opérationnelle de 2019. Ce que je vous propose maintenant, c'est de faire un petit point sur la politique de responsabilité sociale et environnementale du groupe. Parce que comme je vous le disais en introduction, on a de manière légitime une attente de plus en plus forte de la part des entreprises pour qu'elles s'investissent dans ces différents sujets. Alors, nous le faisons depuis un certain nombre d'années chez STEF. Je ne vais pas vous présenter toute la politique RSE du groupe. Elle est extrêmement riche. Je vous invite à parcourir le rapport annuel du groupe. On fait maintenant une déclaration de nos performances extra-financières. On a beaucoup d'indicateurs qu'on suit. Elle est très riche. Non, là, ce que je vais faire, c'est que je vais uniquement revenir sur les 3 piliers de cette politique RSE, le social, le sociétal et l'environnemental. Et sur chacun de ces piliers, je vais vous expliquer très concrètement quelques petites avancées de l'année 2019 pour vous montrer à quel point, l'année dernière, on a encore franchi une marche dans notre politique RSE. Alors, le premier domaine, c'est le domaine social. Alors, vous connaissez tous notre modèle social. On a un modèle social d'association des salariés au capital. On est dans un modèle qui est très redistributif. Et il faut savoir que, parce que STEF France a fait un très bon exercice 2019 avec des très bons résultats, nous allons, en 2020, verser au titre de 2019 un montant d'intéressement et de participation de 31 millions d'euros. C'est une augmentation de 12% par rapport à l'année précédente. Voilà. Et pour faire un petit parallèle, il faut savoir que c'est peu ou prou le même montant qui sera versé aux actionnaires en 2020 au titre du dividende pour l'exercice 2019. Voilà, ça c'est le premier point concernant notre politique sociale. Le deuxième, Marc en a un petit peu parlé, ça concerne le recrutement. Vous savez que les effectifs du groupe ont fortement augmenté en 2019. C'est le fruit de toutes les acquisitions, mais c'est également le fruit d'une politique constante de recrutement.
Alors quand on regarde notre politique de recrutement, vous savez qu'on a construit les fondamentaux de cette politique autour d'une marque employeur. Ça, c'était il y a 2 ans. On a construit notre marque employeur. Et puis, depuis maintenant l'année dernière, on a décidé d'aller plus loin. Et donc, on a ciblé un certain nombre d'écoles ou d'universités dont on sait qu'elles ont des bonnes formations concernant l'activité de transport et l'activité de logistique. Donc c'est une activité de sourcing de ces écoles. Et ensuite, on a nommé des ambassadeurs au sein du groupe STEF pour aller représenter le groupe dans chacune de ces écoles. Et quand je vous parle de ces écoles, donc ce sont des écoles qui sont en Espagne, Polytechnique Madrid, à Milan, la Bocconi, en France, Agrotech, UM Normandie. Donc on a tout un certain nombre d'écoles dans lesquelles on a des ambassadeurs désignés chez STEF et on va prêcher la bonne parole pour essayer d'attirer des jeunes talents à la sortie de ces universités ou de ces écoles, pour ensuite leur proposer ce qu'on appelle un parcours de graduate chez STEF, c'est-à-dire qu'en l'espace de 5 à 7 ans, on va les emmener à un statut de patron d'une filiale ou directeur d'un centre de profit. Voilà, donc on a franchi une nouvelle marche pour continuer à attirer des talents dans le groupe. Le dernier point de cette politique sociale, c'est ce qu'on appelle notre démarche SST, santé, sécurité au travail. C'est une politique qui vise à diminuer l'accidentologie sur l'ensemble de nos sites. Et donc ce qu'on a fait en 2019, c'est qu'on a reconstruit une nouvelle feuille de route qui soit beaucoup plus ambitieuse, avec tout un nouveau lot de nouvelles formations sur le sujet pour l'ensemble de notre personnel. On a également défini un certain nombre de règles d'or pour faire en sorte qu'elles soient bien respectées sur tous les sites du groupe. Et puis, on a décidé une implication très forte de la direction générale du groupe et des différents pays, qui va passer par la visite d'un certain nombre de sites du groupe et du réseau pour s'assurer que toutes ces règles sont respectées. Voilà. Et notre objectif, c'est clairement de diminuer le nombre d'accidents du travail qu'on a encore sur l'ensemble du réseau du groupe. On en a connu un peu plus de 1300 en 2019, c'est beaucoup, hein, ce sont des accidents avec arrêt de travail, et on estime qu'on peut améliorer cet indicateur. Donc on va s'y employer en 2020. Le deuxième pilier de notre politique RSE, c'est le volet sociétal. Alors dans le volet sociétal, en 2019, on a quelques avancées. Alors sur 3 sujets. Le premier sujet, c'est que depuis l'année dernière, nous participons au programme technique. Alors, le programme technique, c'est un programme qui a pour but de faire découvrir aux collégiens et aux lycéens un certain nombre de métiers. Et donc, en participant à ce programme, on a des collaborateurs de STEF qui vont aller rencontrer des lycéens, des collégiens, pour leur expliquer ce qu'est l'activité de transport, ce qu'est l'activité logistique. L'idée, c'est clairement de susciter des vocations dès le plus jeune âge chez les jeunes. Deuxième sujet, c'est le handicap. Vous savez que le groupe a toujours été très engagé sur ce sujet du handicap. On a très régulièrement renouvelé des accords de handicap au sein du groupe. Et en 2019, on a franchi une nouvelle étape, puisque le groupe a décidé de signer la charte des engagements pour l'inclusion des personnes handicapées dans la vie économique. Voilà, donc on a fait cette signature en présence du ministre en charge du handicap, hein, Sophie Cluzel. C'était à la fin du mois de novembre. Donc on s'est engagé à respecter 10 grandes lignes directrices et on va réussir à respecter chacun de ces engagements. Sachant qu'en 2019, on a également franchi une nouvelle étape en matière de handicap, puisque la société DIAD, hein, la société de conditionnement qu'on a achetée au mois d'octobre, est ce qu'on appelle une société, une entreprise adaptée, c'est-à-dire qu'elle a un large recours à du personnel handicapé. Entre 55 et 58% des salariés de DIAD sont des personnes en situation de handicap. Voilà, et donc là aussi, au travers de cette société, de cette entreprise adaptée, on va pouvoir améliorer nos actions en faveur des handicapés. Dernier engagement sociétal, et ça c'est un partenariat qu'on a de longue date, mais qu'on a renouvelé il y a quelques semaines, c'est un partenariat avec les Restaurants du Cœur. Alors c'est un partenariat qui est un peu particulier parce que vous connaissez tous les Restaurants du Cœur. Il faut savoir que pour le groupe STEF, les Restaurants du Cœur, c'est un client, puisqu'on leur fait des activités de transport et de logistique, mais c'est également un partenaire. C'est-à-dire qu'au travers d'une convention de mécénat, on les accompagne dans la construction de leur réseau logistique.
Il faut savoir qu'il y a à peu près 75 sites, petits entrepôts, des restaurants du cœur, qui recueillent la nourriture, qui est ensuite dispensée aux plus défavorisés. Et donc il faut les accompagner dans toute cette gestion logistique, puisqu'en fait leur activité ne fait que croître tous les ans. Et donc on a renouvelé pour 3 ans le partenariat qu'on a avec les restaurants du cœur. Et nous en sommes très fiers chez Steph. Voilà. Le dernier pilier de notre politique RSE concerne l'environnement. Alors dans le domaine de l'environnement, nous avons été renouvelés pour notre certification ISO 50001 de notre système de management de l'énergie. Voilà, il faut savoir que tous les ans, nous avons des auditeurs externes qui viennent valider notre système de management de l'énergie. Et notamment, ces auditeurs viennent s'assurer que les engagements qui ont été pris par le groupe sont tenus. Alors, on avait pris 2 grands engagements concernant cette certification ISO 50001. Le premier, c'est de baisser notre consommation d'électricité de 1% par an, tous les ans, dans notre parc immobilier. Et le deuxième engagement qu'on a pris, ça concerne les véhicules, et c'est un engagement qui consiste à baisser de 1% la consommation de carburant sur l'ensemble de nos véhicules, donc tracteurs et porteurs. Voilà, sachant que sur ce dernier sujet, la baisse de la consommation de carburant, il faut y ajouter une politique très forte de management de l'ensemble des chauffeurs pour faire en sorte que la consommation de carburant baisse, et notamment appuyée par la mise en place d'un petit outil numérique qui s'appelle Alerte Gasoil et qui nous permet de suivre en temps réel la consommation de carburant de chacun de nos véhicules. Voilà, et ça marche puisque en 2019, nos 2 objectifs ont été atteints, à la fois sur l'électricité et sur le carburant. Et sur le carburant, on a même réussi à passer en dessous des 29 litres au 100 pour l'ensemble de notre parc de porteurs en France. Voilà, dernier point concernant l'engagement environnemental. Il faut savoir qu'au travers d'une petite filiale spécialisée dans l'optimisation de la consommation d'électricité qui s'appelle Blue Enerfreeze, nous travaillons à l'optimisation de la consommation d'électricité de nos installations froid. C'est-à-dire qu'on va optimiser les moments où on crée du froid dans l'ensemble de nos installations en fonction de nos prévisions d'exploitation, en prévision de la météo, en prévision des heures creuses, heure pleine, jour, nuit. Et donc, on a un certain nombre de petits capteurs qu'on va positionner dans des installations froides et qui vont nous permettre ensuite d'optimiser la consommation d'électricité. Ça, c'est un chantier qu'on a initié en 2019 avec un certain nombre de partenaires et qui va nous permettre de diminuer fortement notre consommation d'électricité dans les prochaines années. Voilà. Je vous rappelle que la facture d'électricité, c'est à peu près 45 millions d'euros en année pleine pour un groupe comme Steph. Donc il y a effectivement des choses à faire, sachant que ça va également se traduire par des investissements dans des panneaux photovoltaïques dans un certain nombre d'installations, notamment dans le sud de l'Europe. Voilà pour les quelques avancées en 2019 de notre politique de RSE. Alors je vous propose maintenant de terminer cette petite présentation. Et je vais vous parler donc des perspectives pour l'exercice 2020. Premier sujet, le coronavirus. Alors, comme vous le voyez, on a mis sur le slide, c'était un impact qui était difficile à apprécier. Voilà, difficile à apprécier. Et je vais utiliser des pincettes dans ce que je dis, mais c'est vrai que on fait face à une crise sanitaire qui est en train de devenir une pandémie, mais comme vous le savez tous, ça peut se traduire très rapidement dans un ralentissement économique, voire dans une récession qui pourrait être mondiale. Voilà, et ce qui veut dire que normalement, aucune entreprise ne sera épargnée. Voilà. Par rapport à ça, nous, notre activité, je dirais qu'on évolue dans un secteur qui est relativement résilient, qui est celui de la consommation alimentaire. Les gens devront toujours consommer. Donc j'aurais plutôt tendance à dire que les impacts seront plus limités pour Steph que pour d'autres acteurs de la vie économique. Voilà. Après, on a maintenant connaissance des résultats pour les 2 premiers mois de l'année dans le groupe Steph, mois de janvier, mois de février. On n'a pas constaté de ralentissement d'activité. On a même des volumes qui sont plutôt au rendez-vous et qui sont même en progression
importante sur la fin du mois de février, mais ça tient à un phénomène de stockage de la part des consommateurs, hein, des stockages de précaution. On aura probablement la contrepartie au mois de mars. En revanche, ce qu'on peut dire, c'est que l'activité de commerce alimentaire, ça reste une activité qui est stratégique et prioritaire. Vous l'avez vu dans les mesures qui ont été prises en Italie cette semaine. Tous les commerces sont fermés, à l'exception des commerces alimentaires et des commerces de santé et de soins de santé. Voilà. Donc, on peut estimer que nos activités, donc, qui sont directement liées à la consommation alimentaire, seront relativement préservées, hein, notamment pour tout ce qui est d'acheminement des produits vers les circuits de distribution classiques. Après, vous avez entendu comme moi l'allocution du président de la République hier, il y a un certain nombre de mesures qui vont être prises, hein, des mesures de confinement. Je comprends, hein, c'est vraiment le meilleur moyen pour stopper la diffusion du virus. Ça veut dire que les gens vont moins se déplacer, ils vont également moins aller au restaurant. Voilà, donc on s'attend quand même, et ça sera, on commence déjà à voir les premiers effets sur le mois de mars. On va avoir une baisse d'activité dans l'activité de logistique pour les clients de la restauration hors domicile. Voilà, alors après, ça concerne, là je vous ai parlé des éléments qui touchent à notre activité. Je pense que quand on fait face à une crise d'ampleur comme celle qu'on est en train de connaître actuellement, le plus important c'est l'état d'esprit, et l'état d'esprit c'est d'être dans une logique d'anticipation et de prévoyance. Voilà. Donc à ce titre, dans le groupe, on a mis en place une petite cellule de crise qui se réunit tous les jours. On l'a mis en place le 22 février, hein, quand les événements se sont accélérés en Italie. Donc c'est une petite cellule de crise qui se réunit tous les jours pour faire le point sur la situation sur un plan sanitaire, pour diffuser un certain nombre de mesures, hein, dans l'ensemble du groupe, hein, des mesures de prévention, toutes sortes. Hein, et je dirais beaucoup d'entreprises sont rentrées dans cette logique-là. Et au-delà de ça, je dirais que là où on va avoir le plus de difficultés, c'est concernant les perturbations d'organisation qu'on risque de connaître. Voilà. Et typiquement, depuis maintenant quelques semaines en Italie, on a mis en place des mesures de prise de température pour toutes les personnes qui se présentent sur les sites italiens. Je vais vous donner un petit chiffre. En l'espace de 15 jours, c'est 75 000 prises de température de gens qui se présentent sur les sites, hein, qui sont soit des chauffeurs, soit des visiteurs, avec un certain nombre de personnes qui sont refoulées quand ils ont de la température. Vous imaginez la complexité, hein, dans nos organisations pour ces prises de température. Ça, c'est un premier niveau de perturbation. Il y en a un deuxième, c'est que si on prolonge les périodes de confinement, hein, comme on va les connaître actuellement en France, on les a connues en Italie, on pourrait les connaître dans d'autres pays européens, ça veut dire qu'on pourrait avoir des difficultés si nos salariés ne peuvent plus venir sur nos sites pour faire tourner nos exploitations. Voilà. Qui sont, vous l'avez bien compris, fondamentales pour approvisionner la population, que ce soit en France ou dans tous les pays européens. Voilà. Donc là aussi, par rapport à ça, cette petite cellule de crise a travaillé toutes nos équipes informatiques, et l'idée, c'est de pouvoir s'assurer de faire tourner tous nos systèmes d'information à distance. Voilà. Aujourd'hui, on ne saurait plus piloter nos flux physiques sans avoir le support informatique. On a des architectures informatiques qui sont de plus en plus complexes, et donc il faut être capable d'avoir des équipes qui, depuis leur domicile, en télétravail, soient capables de piloter nos outils informatiques, alors notamment les outils de base, hein, notamment notre TMS pour nos activités de transport. Ça, on est en train d'y travailler, on est capable de le faire. Donc c'est des mesures de précaution qu'on prend, parce qu'il sera fondamental de continuer à faire tourner nos exploitations. Voilà, après, des crises, on en a connu dans le groupe STEF, et je pense qu'on peut faire confiance à l'ensemble des collaborateurs du groupe pour continuer à rendre le service aux clients. Ce ne sera pas facile, mais je suis très confiant. Voilà, le deuxième point concernant nos perspectives, c'est la sécurisation de l'activité maritime. Bon. Je pense que vous avez bien compris qu'on va vivre 15 mois difficiles, hein, pour la méridionale, hein, une période qui a commencé au mois d'octobre et qui devrait se terminer au mois de décembre 2020, donc avec un niveau de recettes qui ne permettra pas de couvrir les charges, et donc on va enregistrer des pertes. Alors après, quand on parle de sécurisation, la sécurisation, c'est l'avenir. Que va-t-il se passer en 2021 et après ? Alors à ce titre, on a rendu notre dossier avec notre partenaire historique qui s'appelle Corsica Linea. Donc le 14 février, on a remis notre dossier
pour un appel d'offres à partir de 2021 et qui va courir jusqu'en 2027 pour un appel d'offres sur la desserte des ports de Corse. Et donc on a répondu en positionnant 2,3 bateaux sur des lignes corses. Pourquoi 2,3 bateaux? Alors, dans la réponse avec Corsica Linea, nous avons positionné un bateau sur Ajaccio, un bateau sur Porto Vecchio, et nous aurons en plus un de nos bateaux qui va prendre le relais des bateaux qui vont faire les lignes de DSP lors de leurs arrêts techniques. Voilà, ce qui devrait occuper ce bateau entre 25 et 30% de son année. Voilà. Ce qui veut dire qu'on a, à partir de 2021, on devrait avoir 2,3 bateaux affectés dans cette DSP longue. Je m'avance un petit peu puisqu'on a uniquement remis notre dossier. Il va maintenant y avoir une période de négociation tout au long du mois d'avril, mai, et on attend le résultat de cet appel d'offres pour juillet 2020. Voilà. À ce stade, c'est le seul dossier qui a été déposé. Encore une fois, on ne va pas préjuger des discussions qui vont avoir lieu. Alors, 2,3 bateaux, vous avez vite fait le calcul. Normalement, fin avril, après l'acquisition du Liverpool Seaways, nous aurons 4 bateaux. Donc, il nous reste 1,7 bateaux à faire tourner. Bon. Et pour ce faire, on a deux possibilités. La première possibilité, c'est de trouver un frettement pour ces bateaux, soit un frettement contenu, soit un frettement time charter avec notre équipage. C'est ce que j'appelle une solution qu'on peut considérer comme défensive. Et puis il y a une autre solution qui serait plus offensive, qui consisterait à ouvrir une nouvelle ligne maritime. Voilà. Et donc on a mandaté un petit cabinet extérieur, un cabinet de consultants, pour nous aider à faire une étude de marché pour voir les lignes maritimes qu'on pourrait éventuellement ouvrir. Donc il y a plusieurs propositions qui nous ont été faites. Une ligne sur l'Algérie, Oran, une ligne sur le Maroc, Tanger, voire même une ligne vers l'Angleterre au départ d'Espagne. Donc il y a des solutions. Donc maintenant, on va travailler sur chacune de ces solutions et on s'est donné comme macro-planning de décider d'ici à la fin du mois de juin 2020 si on avance dans cette diversification par rapport aux lignes corses vers des nouvelles lignes maritimes ou pas. Voilà, donc j'aurai l'occasion de vous en dire un petit peu plus début septembre quand on vous présentera les comptes semestriels du groupe. Voilà, et la dernière perspective pour cet exercice 2020, c'est tout simplement de poursuivre notre spécialisation de nos activités en transport et en logistique. Alors, cette nouvelle étape de spécialisation, Marc en a un petit peu parlé, on va continuer à approfondir le digital et notamment en mettant en place des nouvelles offres pour l'ensemble de nos clients. Donc, ce seront des offres qui seront construites par chacune de ces business units et qui auront recours à une large expérience digitale. Au-delà de ça, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que tous les investissements que nous allons construire en 2020 auront vocation à nourrir l'ambition de chacune de nos BU. Voilà. J'insiste là-dessus parce qu'aujourd'hui, on est convaincu que cette organisation spécialiste, c'est la bonne organisation. Et donc, quand on réfléchit à nos investissements immobiliers, c'est pour construire des outils qui sont parfaitement adossés à nos besoins de spécialistes. Et de la même manière, quand on réfléchit à la croissance externe, nos acquisitions doivent nous permettre d'avancer dans ces stratégies de spécialistes. Voilà. Donc clairement, un développement qui sera orienté vers l'accentuation de cette stratégie de spécialistes. Voilà ce que je pouvais vous dire sur nos perspectives de 2020. Et pour terminer, donc vous avez un petit calendrier de nos prochaines publications. Donc sachant qu'on se retrouvera ici même le 4 septembre pour la présentation des résultats semestriels. Voilà. Et ce que je vous propose maintenant, c'est de vous donner la possibilité de nous poser des questions. On se fera un plaisir d'y répondre. Oui, bonjour. Slimane Boukezoula, l'officiel des transporteurs. Vous avez affiché une confiance certaine concernant la bonne tenue de la consommation alimentaire pour diverses raisons que vous avez présentées. Est-ce que vous avez également des certitudes ou pas concernant, notamment en France où vous avez beaucoup de conducteurs salariés,
de ne pas avoir à affronter le risque de l'utilisation du droit de retrait des conducteurs. Une centrale syndicale de conducteurs a tout récemment communiqué sur le sujet. Alors, effectivement, le risque, pas uniquement pour STEF, mais pour toutes les entreprises, c'est qu'effectivement, un certain nombre de salariés exercent le droit de retrait. Alors, pour ce faire, la meilleure réponse, c'est d'avoir une communication soutenue vis-à-vis de l'ensemble des salariés de leur entreprise pour leur expliquer toutes les mesures à prendre, la façon dont l'entreprise réagit et tout ce que nous faisons pour parer au développement de ce virus et pour protéger nos salariés. Voilà. Et donc très rapidement, quand on a mis en place notre cellule de crise à la fin du mois de février, on s'est rapidement rendu compte que le plus important, c'était d'avoir une communication extrêmement large vis-à-vis des salariés. Donc en l'espace de, ça fait maintenant 3 semaines que cette cellule de crise a été montée, on a fait 3 communications différentes à chaque fois pour expliquer toutes les mesures qui étaient prises. Si l'entreprise communique bien vis-à-vis des salariés sur toutes ces mesures de précaution qui sont prises et que l'entreprise fait ce qu'elle dit, parce qu'on a également dit qu'on allait commander un certain nombre de masques, de kits pour prise de température, de gel hydroalcoolique. Il a fallu les trouver, mais on les a commandés, on a pu les distribuer sur l'ensemble des sites. Donc en fait, je dirais, les salariés sont rassurés puisqu'en fait le problème est pris en charge par l'entreprise. Voilà. Et c'est pour nous le meilleur moyen d'éviter un droit de retrait de la part des salariés. Même si le risque existe, je ne vais pas vous dire le contraire. Après, la meilleure façon d'y répondre, c'est d'avoir un bon dialogue social et de désamorcer tous les conflits le plus en amont possible. Bonjour Christine. Ça marche ? Bonjour, Christine Robert, Gilbert Dupont. J'aurais 3 questions. Est-ce que vous pouvez faire un point sur l'évolution des coûts énergétiques ? Quelle est votre politique contractuelle et l'influence que ça peut avoir sur 2020 ? Et ensuite, j'ai 2 autres petites questions sur le profil de rentabilité de Diad. Si vous pouvez donner le taux de rentabilité opérationnelle ou l'EBITDA de cette structure en 2019 et également sur le taux d'imposition attendu sur 2020 et si vous pouviez peut-être préciser la taxe forfaitaire sur ce que ça représente la taxe forfaitaire sur le maritime. Alors, je vais les prendre à l'envers. Votre première question, c'était, donc il y a le taux d'impôt. La première question ou dernière ? Oui, la première. Sur l'évolution des coûts énergétiques globalement entre le prix du baril et le prix de l'électricité. C'est une très bonne question qu'il faut mettre en liaison avec le coronavirus et l'impact qu'il a pu avoir sur les marchés. Nous, au travers des coûts de l'énergie, on peut être touché à 2 niveaux, au niveau du prix du carburant et au niveau du prix de l'électricité. Pour ce qui est du prix du carburant, vous avez tous vu que le prix du pétrole a fortement chuté. Et donc, naturellement, ça va se traduire dans une baisse de l'indice CNR, qui est l'indice qui nous sert à répercuter le prix du carburant au pied de facture à nos clients. Mais il se trouve que dans cet indice CNR, en fait, il y a une composante taxe TVA, TICPE qui est relativement importante. Ce qui veut dire que quand on fait des estimations, même si le prix du pétrole reste à un niveau très bas tout au long de l'année, il n'empêche que le CNR, comme il a une composante taxe qui rentre à peu près à hauteur de 75 à 80% dans l'enveloppe, l'indice CNR ne devrait chuter que très faiblement. Voilà, dans le pire des cas, de l'ordre de 10%. Ce qui veut dire qu'au travers de la baisse du prix du carburant, l'impact devrait être relativement limité sur notre activité et sur notre chiffre d'affaires. En revanche, sur le marché des énergies primaires, l'électricité, le prix de l'électricité a fortement baissé. Je vais vous donner quelques chiffres. En fin d'année dernière, on a pu acheter de l'électricité d'origine nucléaire, c'est ce qu'on appelle la capacité ARENH, qu'on peut acheter auprès des approvisionneurs d'énergie référencés, et on l'a acheté à 42 kWh. Et donc on a pu figer une partie de notre consommation à ce prix-là, sachant qu'on en a revendu une partie sur le marché. Et depuis, la crise de coronavirus est arrivée et les prix de l'électricité sur le marché spot ont chuté. Ils étaient 38 € le kilowattheure en janvier, c'est passé à 26 € le kilowattheure en février. Donc ce qu'on est en train de faire, c'est qu'on regarde l'évolution des prix d'électricité à horizon 1, 2, 3 mois, jusqu'à la fin de l'année,
Et on est prêt à figer à prix fixe une partie de notre consommation d'électricité prévisionnelle pour l'ensemble du réseau en France. Mais à l'heure d'aujourd'hui, si les prix de l'électricité ont beaucoup baissé en prévisionnel sur le deuxième trimestre, ils remontent légèrement sur la deuxième partie de l'année. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, les marchés économiques anticipent une légère reprise à partir de cet été, et donc une plus grande consommation d'électricité. Voilà. Et pour terminer, parce que je ne vais pas vous abreuver de chiffres, il faut savoir qu'aujourd'hui, on a 38% de notre consommation prévisionnelle d'électricité qui est à prix fixe et 62% à prix variable, donc lié au marché spot. Et là, comme les marchés ont chuté, on devrait progressivement changer ce mix et passer à 50% de prix fixe en saisissant des opportunités de couverture, notamment sur le deuxième trimestre, qu'aujourd'hui, ce n'est pas encore le cas sur la deuxième partie de l'année. Ça, c'était votre question sur les prix de l'énergie. Votre question sur le taux d'imposition. Vous avez bien compris qu'en 2019, on a un taux d'imposition qui a beaucoup augmenté. La première raison, c'est la transformation du CICE en baisse de charge. Ça, on ne l'aura plus en 2020. En revanche, ce qu'on aura en 2020, c'est qu'on a, si les choses sont respectées, une baisse du taux d'impôt sur les sociétés, qui est prévu, puisque ça doit nous emmener progressivement à un taux d'impôt sur les sociétés de 25% en 2022. Donc normalement, on va bénéficier de cette baisse du taux d'impôt en France en 2020, sachant qu'aujourd'hui, en France, on a à peu près 80% de notre base imposable, entre 75 et 80% de notre base imposable. Après, la difficulté liée au maritime et à la taxe au tonnage, donc c'est un impôt forfaitaire qui dépend du tonneau de jauge brute des bateaux. Donc il est complètement indépendant du niveau de bénéfice réalisé par la société. Et donc là, pour le coup, on sait que toutes les pertes qui seront réalisées en 2020 ne généreront pas d'économie d'impôt. Voilà, puisque quand on est dans le système de la taxe au tonnage, on ne peut pas en sortir et y rentrer après. C'est quand même un dispositif qui est conçu de telle manière qu'on y est durablement. Voilà. Donc là, malheureusement, on aura une perte importante et qui ne donnera pas lieu à économie d'impôt en 2020. Voilà. Quant à estimer le taux d'impôt prévisionnel de l'exercice, c'est un exercice auquel on ne s'est pas prêté. Mais bon, on ne s'attend pas à une forte baisse du taux d'imposition en 2020. Et puis votre dernière question concernait Diad. Diad et le taux de marge opérationnelle de Diad. Alors en fait, Diad sont des activités de conditionnement, donc c'est des activités, on va dire, à forte valeur ajoutée industrielle, parce que ça passe notamment par le recours à des machines qui sont très spécialisées pour faire toute la typologie des métiers du conditionnement. Donc les marges sont un peu plus élevées que ce qu'on peut connaître dans notre métier du transport et de la logistique. Donc en termes de marge d'EBITDA, c'est quasiment le double du taux de marge qu'on peut avoir en transport et en logistique. Qui ont été posées. Bonjour, quelques petites questions à propos de votre déploiement aux Pays-Bas. Vous n'avez pas fini la réponse? Ah non, allez-y, on répondra aux questions après qui sont posées par des gens qui suivent à distance. Quelques petites questions à propos de votre déploiement aux Pays-Bas, dont vous savez peut-être que les Pays-Bas viennent d'être confinés ce matin, entièrement. Est-ce que votre déploiement là-bas est fait sur la base de votre coopération avec la société que vous avez achetée? Et la société que vous avez achetée, à quelle taille, et elle est surtout spécialisée dans lequel de vos domaines? Et est-ce que vous avez un target en fait de chiffre d'affaires aux Pays-Bas? Alors, donc c'est une question sur les Pays-Bas et la société qu'on a rachetée. Donc la société qu'on a rachetée, c'est une société qui s'appelle Netco, qui était positionnée dans le nord des Pays-Bas, à Raalte, donc pas loin de la frontière allemande. Et c'est une société qui fait 12 millions d'euros de chiffre d'affaires en année pleine et qui a à peu près 130 collaborateurs, avec un parc de véhicules assez important. Donc c'est une société de transport de produits frais assez classique, sachant qu'on était déjà positionné aux Pays-Bas. On avait déjà un site entre Amsterdam et Rotterdam, et on avait également un site dans le sud-est des Pays-Bas, à côté de Eindhoven. Donc on a maintenant 3 sites de transport. L'idée, c'est maintenant de bien les relier entre eux pour faire le métier de groupage frigorifique dont j'ai parlé tout à l'heure. C'est-à-dire qu'elles ont le même support informatique, le même outil informatique. Elles appliquent maintenant les mêmes standards applicatifs métiers. Et donc, l'idée, c'est d'optimiser maintenant notre métier de transport. Aujourd'hui, on fait 38 millions d'euros de chiffre d'affaires en année pleine aux Pays-Bas. Voilà. Mais c'est une situation qui va évoluer fortement dans les prochaines années, puisque cette solution de groupage est relativement innovante sur le marché néerlandais.
Ça offre des solutions assez intéressantes pour les industriels, hein, pour grouper puis dégrouper les produits. Donc on s'attend à une forte progression de notre chiffre d'affaires aux Pays-Bas dans les prochaines années. Et la société Netco, dont nous avons pris le contrôle donc, au mois de mars 2019, nous avions déjà une participation de 40% dans cette société. Donc on avait acquise en 2015. Donc c'est un moyen pour nous de faire connaissance avec les dirigeants de la société. Donc à l'époque, elle était mise en équivalence et donc elle est maintenant prise en intégration globale, sachant que le dirigeant de la société est également son principal actionnaire. Et donc suite à la cession de sa société, il est resté dans le groupe et c'est maintenant le patron de ce centre de profit. Avez-vous prévu les mêmes mesures d'urgence pour le corona aux Pays-Bas, puisque à partir de ce matin, ils sont fermés? Alors, dans tous les pays, on maîtrise assez peu ce qui est en train de se passer. Chaque pays, finalement, prend ses dispositions. Dans tous les pays où des mesures de restriction ont été prises, il y a un plan d'urgence, une cellule de crise. Le premier étant l'Italie. Donc, les premières mesures de réaction aux prises de position des pouvoirs publics donc, nous ont amené à prendre des dispositions d'organisation partout. Le premier, c'était l'Italie. Donc, en France, nous avons hier statué sur ce qu'on pouvait anticiper donc, sur le discours d'Emmanuel Macron hier soir. C'est la même chose qui est en train de se passer en Espagne. Et les Pays-Bas, ce sera exactement la même chose, oui. Alors, il y a une question qui est posée donc, sur le net donc, concernant la restauration. Freinage en 2020, cause du coronavirus, quelle fourchette? Alors, très sincèrement, c'est une question à laquelle j'ai un peu de difficulté à répondre parce que il est clair que si on regarde ce qui se passe en Italie ou ce qui s'est passé en Italie, les restaurants sont fermés en Italie. Ça veut dire que l'activité de restauration est ramenée à zéro. Voilà. En France, nous n'en sommes pas là. L'activité de restauration, elle a été bonne sur les 2 premiers mois de l'année. On affiche un léger repli sur ces derniers jours. On peut s'attendre quand même à ce que les choses évoluent de manière négative et on sera évidemment amené à prendre toute disposition. Je suis pas capable de répondre pour l'instant à une fourchette parce que je ne sais pas exactement ce qui va se passer sur ce secteur. Une question a été posée par rapport à l'évolution du prix du carburant, donc Stanislas y a répondu. Une qui concerne la BU TSA. De quelle manière faites-vous la différence par rapport à vos concurrents? Quel profil dominant de clients? Alors, je l'ai dit dans mon intervention tout à l'heure, le TSA est une nouvelle BU, okay, donc qui a été complétée par les activités de co-packing et de co-manufacturing, qui sont des segments indissociables si l'on veut répondre parfaitement à la chaîne de valeur de nos clients. Alors, de quelle manière nous faisons la différence par rapport à nos concurrents? Ce qui était là la fois dernière, j'avais expliqué que nous étions le seul opérateur désormais en France à offrir les 3 segments principaux de l'activité donc au service du TSA, qui sont la logistique, le transport amont et aval des entrepôts et le co-packing. Voilà. Il y a des opérateurs, il y a 3 gros opérateurs en co-packing en France, mais personne d'entre eux est positionné sur l'ensemble des segments. Nous avons les 3 segments, transport, logistique et co-packing, ce qui fait effectivement de nous cette différence et ce qu'on estime pouvant être un élément majeur en termes de développement de nos activités. Oui, je vais peut-être prendre... Ah ben on va priorité à la salle. Bonjour, Benoît Barbedette pour Newstonk Cities. Alors, 3 questions, enfin deux questions. Là, il y a les municipales qui arrivent. Il y a un certain nombre de villes, de grandes villes métropoles en France qui veulent réduire ou rendre plus difficile l'accès au centre-ville pour les véhicules. Donc, je voudrais savoir comment Steph va mettre en place un dispositif d'accès dans les centres-villes. Je crois qu'à Strasbourg, vous avez mis en place une dispositif spécifique. Mais on voit ça aussi aujourd'hui en Europe, hein, puisque je crois qu'il y a 230 villes européennes qui mettent en place des low emission zones. Donc je pense qu'en Europe, c'est vrai aussi. À une époque, je crois qu'en urbain, vous faisiez appel à pas mal de sous-traitants, et puis j'avais cru comprendre que vous vouliez réinternaliser les moyens pour la distribution urbaine. Donc, où en est-on de cette réinternalisation? Puis une petite question sur le photovoltaïque, hein, puisque c'est quand même un des grands sujets. Quels sont vos projets de déploiement de photovoltaïque sur vos plateformes? Est-ce que c'est pour de la consommation, autoconsommation, ou c'est pour revendre l'énergie produite à d'autres? Alors, sur la question, il y a plusieurs questions dans vos questions, en fait. La première partie de votre interrogation concernant la logistique urbaine. Alors, la vraie difficulté, c'est qu'il n'y a pas de position homogène
des pouvoirs publics, mais pas uniquement dans les pays européens, mais également à l'intérieur de la France. Nous avons autant de réalités qu'il y a de communes, voilà, entre ce que fait Paris, ce qu'envisage de faire Lyon ou d'autres villes, Grenoble par exemple. Alors, nous avons aujourd'hui, il y a plusieurs thématiques en termes de restrictions. Il y a les restrictions en termes de format de véhicule. C'est le cas de Strasbourg. Nous avons effectivement été amenés à mettre en place des petits véhicules de format avec des PTAC limités et des véhicules au gaz. Nous avons mis 2 véhicules au gaz qui représentent une formidable opportunité pour nous parce qu'on n'est pas nombreux à faire ça et donc beaucoup de clients sont intéressés par ça. Et donc nous avons répondu tout simplement parce que c'est une contrainte. Nous étions obligés d'y satisfaire. Après, la deuxième limitation qui se profile, c'est la limitation par rapport aux critères. CRIT'-AIR, c'est-à-dire lié au taux d'émission. Voilà. Donc, les municipalités semblent prendre des dispositions en limitant les critères. Donc, le critère aujourd'hui vers lequel on s'oriente, c'est le critère 2, qui, dans un certain nombre de cas, va éliminer vraisemblablement certaines formes de motorisation. Voilà. Et en particulier, le diesel. Voilà. Donc, la tendance, c'est plutôt, effectivement, l'interdiction de pénétration dans le centre-ville des véhicules diesel, ou tout au moins des véhicules diesel qui n'auraient pas la norme Euro 6. Voilà. Donc, après, il y a différentes études qui donnent des résultats qui sont parfois assez contradictoires, voilà, entre le diesel et le gaz. Si, effectivement, nous avons une interdiction en 2024, comme le prévoit la mairie de Paris, de rentrer dans le centre de Paris avec des véhicules diesel, eh bien, nous ferons l'adaptation de nos matériels à travers des véhicules gaz. Je ne suis pas sûr, personnellement, que ce soit la bonne réponse. Voilà. Après, il y a la limitation des formats. Donc, il y a des centres-villes qui veulent limiter la taille des véhicules ou le poids, le PTAC des véhicules. Là, je me permets de dire que je pense que c'est une erreur, parce que plus on réduit le format des véhicules, plus il y aura de véhicules. Puisque les consommations des consommateurs ne vont pas se modifier parce qu'on a des véhicules plus petits qui rentrent dans les villes. Donc je pense que la réduction des formats de véhicules est une mauvaise réponse aux problématiques des centres-villes. Il vaut mieux travailler sur des créneaux horaires disponibles et au contraire de privilégier des véhicules plus importants pour pouvoir limiter le nombre de passages. Mais en disant ça, je ne pense pas raconter des choses très intelligentes. Voilà. Donc, vous avez également posé une question par rapport à notre volonté d'externaliser ou d'internaliser. Alors, nous n'avons pas fait de choix d'externalisation des livraisons centre-ville. Il y a des villes où il y a des activités de distribution dont une certaine proportion est externalisée. Ce n'est pas un choix. On a plutôt effectivement tendance à vouloir reprendre à notre compte des activités externalisées parce qu'on préfère maîtriser nos savoir-faire sur la distribution. Ça a été le cas à Paris lorsque nous avons ouvert, il y a maintenant 2 ans, une plateforme dans le mine de Paris. Donc nous avons repris le contrôle de nos activités de livraison sur le centre de Paris. Voilà, donc c'est pas un choix. Je pense que on est plutôt en tendance à vouloir réintégrer la maîtrise de nos matériels. On a une expérience également à Bruxelles. Nous avons ouvert ce qu'on pourrait appeler un ELU, un entrepôt donc, de logistique urbaine, qui est dans le centre de Bruxelles, à partir duquel nous assurons la livraison de détail des commerçants du centre de Bruxelles. Voilà. Donc il n'y aura pas une réponse par rapport à votre question, il y aura autant de réponses que de volonté des municipalités de s'adapter. La vraie difficulté, lorsqu'on est à Strasbourg, par exemple, et qu'on dessert la ville de Strasbourg et de Mulhouse, eh bien, si on doit avoir une politique véhicule pour l'un et une politique véhicule pour l'autre, ça va être très compliqué d'adapter nos moyens opérationnels. Pour ce qui est de votre question sur l'investissement dans les panneaux photovoltaïques, donc on a prévu effectivement d'investir à peu près 8 millions d'euros en 2020 dans de l'installation de panneaux photovoltaïques, essentiellement dans un pays, c'est l'Italie. Pourquoi l'Italie? Tout simplement parce qu'en Italie, le prix de le prix de l'électricité est très élevé, c'est probablement le prix le plus élevé d'Europe. Et c'est pour y faire de l'autoconsommation, hein, c'est-à-dire que toute l'électricité qui sera générée sur site sera utilisée par le site, sachant que on a un plan de déploiement sur quelques sites italiens, mais la limite c'est est-ce que nos entrepôts sont capables de supporter l'installation de ces panneaux photovoltaïques sur la toiture. Donc de plus en plus on réfléchit à les installer juste à côté du site, et pour aller plus loin sur l'enveloppe d'investissement dont je vous ai parlé, c'est essentiellement des investissements qu'on fera sur notre site de Fidenza, qui est l'un des entrepôts surgelés qu'on a racheté au groupe Marconi, parce que là, clairement, on est dans un retour sur investissement qui est assez rapide. Voilà, donc c'est un premier pas, enfin, on a déjà doté quelques sites de panneaux photovoltaïques, c'est un pas supplémentaire en Italie. Voilà, et on verra si on poursuit cette action dans les prochaines années. Alors, il y a effectivement, oui, il y a quelques questions qui sont posées depuis l'extérieur. Une question qui est posée par Jérémy Quix.
quel niveau de résultat sur cession immobilière anticipez-vous sur 2020? Doit-on s'attendre à une hausse structurelle des gains sur cession immobilière avec la hausse des prix de l'immobilier? C'est une bonne question. En 2020, on s'attend effectivement à faire quelques petites plus-values de cession immobilière. Allez, on a quelques opérations qui sont d'ores et déjà protocolées et qui devraient nous permettre de tangenter les 10 millions d'euros de plus-value de cession immobilière si tout se passe bien. Alors, la valeur de ces cessions, en fait, ça tient pas au prix de l'immobilier de manière générale. Ça tient essentiellement à la localisation des endroits où on a des sites qui sont devenus obsolètes et dont on souhaite se séparer. Voilà. Donc, généralement, on rentre dans des logiques de valorisation immobilière, c'est-à-dire qu'on réfléchit avec des partenaires pour valoriser le site et éventuellement faire de la promotion immobilière. Et donc si en 2020, on va avoir une année qui sera plutôt positive en termes de plus-value de cession de site, c'est parce qu'on a notamment une opération à côté de Rennes, à Champy, qu'on travaille avec un promoteur immobilier dans lequel on va lui vendre le terrain et la plateforme et qui va complètement reconfigurer pour en faire des logements. Et l'intérêt de ce site, c'est tout simplement qu'il est proche de Rennes et de l'hypercentre de Rennes. Voilà, donc je dirais que le niveau de bénéfice qu'on peut faire sur la cession de nos sites en fin de vie ne dépend pas du marché de l'immobilier, mais plus de l'emplacement de chacun de ces sites. Voilà, alors, on va les prendre dans l'ordre. Il y a beaucoup de questions qui sont posées à distance. Donc, Monsieur Bertin qui pose une question. Pourquoi lever l'option sur le 4e bateau? Y aurait-il des pénalités si vous ne la levez pas? Alors, on a effectivement l'option d'achat sur le Liverpool Seaways. On l'a négocié au premier semestre 2019, quand on était dans le cadre de la réponse à l'appel d'offres pour la DSP de raccordement. Et à l'époque, on savait que de toute manière, pour répondre correctement à des lignes sur la Corse, il ne faut pas avoir un nombre impair de bateaux, il faut avoir un nombre de paires. Tout simplement parce que pour faire une ligne maritime entre deux ports, il faut que les bateaux se croisent, donc il faut 2 bateaux. Donc avec 3 bateaux, on était dans une situation inconfortable. Donc on avait fait des recherches pour trouver un bateau qui corresponde aux caractéristiques techniques pour rentrer dans les ports corses. On a trouvé maille avec DFDS, l'armateur danois, et donc on a passé cette option d'achat, sachant qu'on avait effectivement négocié une clause de dédit. Une clause de dédit pour nous retirer de cette option d'acquisition qu'on pouvait exercer avant la fin du mois d'août 2019. Bon. Donc l'été dernier, on s'est posé la question de savoir s'il fallait aller jusqu'au bout de cette option ou pas. On a décidé d'aller jusqu'au bout parce que on avait réussi à négocier un bon prix pour ce bateau, parce que ce bateau, il est bien équipé de filtres à particules. Je vous rappelle qu'avec la directive MARPOL, sur l'émission de soufre par les bateaux dans toutes les mers du monde, on va devoir progressivement doter nos bateaux de filtres à particules. Ce bateau est déjà équipé de filtres à particules. Voilà. Et de toute manière, il a une valeur de marché. Donc on s'est dit, voilà, avec notre capacité à lever des capitaux à un coût extrêmement faible, vous pouvez le voir avec le résultat financier du groupe, on s'est dit il ne faut pas se priver de cette option de renforcer notre armement naval, et donc on a décidé d'aller jusqu'au bout. Et aujourd'hui, donc on est en train de rechercher un affrètement pour ce bateau, et on a quand même quelques pistes, donc on est assez confiant. Voilà pourquoi on est allé jusqu'au bout. Alors, il y a ensuite 2 questions qui concernent la même thématique, une posée par Lucchesi Philippe et l'autre par Perrin Valérie qui concerne l'entreprise Girteca. Donc, pouvez-vous parler de la société Girteca Logistique? Concurrence forte ou pas pour vous? Merci. Et comment vous positionnez-vous par rapport à la concurrence de Girteca? Alors, Girteca est un opérateur de transport en Europe et je crois que c'est la première flotte privée puisqu'il dispose de plus de 7000 cartes grises. Voilà. Donc c'est un opérateur des pays de l'Est. Je ne me souviens plus de quel pays. Je crois que c'est un Lituanien. Lituanie. Oui, Lituanie. Oui. Voilà. Donc il a plus de 7000 cartes grises. Alors Girteca n'est pas un concurrent. Voilà. Puisqu'il n'intervient pas sur nos business models sur le marché européen dans lesquels nous sommes positionnés, mais c'est un partenaire. Donc nous sommes partenaires de Girteca puisque nous l'utilisons pour une partie des segments de transport que nous effectuons au départ de certaines filiales sur les flux transfrontaliers ou les flux européens. Voilà, donc c'est un partenaire dont nous développons les activités depuis plusieurs années. C'est un partenaire de qualité et donc nous n'avons absolument aucune forme de concurrence avec l'entreprise Girteca.
Je rappelle que STEF n'est pas un transporteur au sens où on l'entend, c'est-à-dire avec des camions des chauffeurs. Nous avons des camions des chauffeurs évidemment, mais la ligne internationale, nous sommes quasiment pas positionnés là-dessus. Nous avons une activité de traction souvent intermédiaire entre un site de départ et un site d'arrivée, et donc c'est dans ce cadre-là que nous utilisons des entreprises type GIRTECA, mais nous n'avons pas du tout ce type d'activité de lot complet international, et c'est la raison pour laquelle nous ne sommes pas concurrents. Il y a deux questions. Ensuite, on prolonge. Au niveau des CAPEX 2020, votre guidance pour la stabilité inclut-elle l'achat du Liverpool Seaways? Donc, je le disais tout à l'heure, en 2019, on a investi 160 millions d'euros. Ça, c'est l'ensemble de notre programme d'investissement. Sur ces 160 millions d'euros, il y a à peu près 140 millions d'euros de CAPEX, donc d'investissement dans nos outils immobiliers, outils d'exploitation. Il y a 20 millions d'euros d'investissement de croissance externe, acquisition. Effectivement, en 2020, on sera à peu près sur la même enveloppe, allez, on va dire entre 160 et 180 millions d'euros, incluant la croissance externe. Et pour répondre à la question, dans cette enveloppe, on a bien pris en compte les 30 millions d'euros d'acquisition de Liverpool Seaways. Voilà, puis il y a une question qui suit sur la structure de la dette. La part court terme est relativement élevée. Un financement en quasi-totalité à long terme ne serait-il pas mieux adapté à une activité de foncière? Donc effectivement, donc dans le groupe, on a une foncière qui s'appelle IMOSTEF, qui est détenue à 100% par la maison mère STEF SA, et qui porte l'ensemble des projets immobiliers du groupe en France et en Europe. Et à chaque fois qu'on investit dans des nouveaux sites, dès que l'investissement est supérieur à une certaine taille, généralement 5-6 millions d'euros, on met en place un financement qui est parfaitement adossé à cet actif. Des financements longs qu'on essaie de tirer sur 10 à 12 ans, ce qui permet d'étirer la maturité de la dette. Et c'est uniquement à cette occasion qu'on positionne des financements hypothécaires. Pour le reste de la dette, c'est de la dette de fonctionnement courant. Et donc pour ce faire, on passe essentiellement par, on a recours à des billets de trésorerie, parce qu'on a la chance d'avoir un programme de billets de trésorerie qui nous permet de placer ces titres de créances à un prix très faible, qui est même avec des taux négatifs. Donc on se fait rémunérer pour placer notre papier. Voilà, et donc c'est comme ça qu'on finance une bonne partie de nos besoins courants. Aujourd'hui, notre programme de billets de trésorerie, il est plafonné à 350 millions d'euros, mais on est régulièrement au-dessus des 300 millions d'euros. Mais comme on est vigilant, là aussi, et notamment par rapport à l'évolution des marchés, ce qu'on a fait, c'est que si jamais ce marché se referme, ce qui est possible, on a prévu ce qu'on appelle des lignes de backup, c'est-à-dire qu'on a des lignes de crédit moyen terme qui sont ouvertes auprès des banques et qui permettraient de prendre le relais de nos billets de trésorerie si on ne peut plus les placer sur le marché. Voilà, donc pour dire les choses très simplement, tous nos financements longs immobiliers sont sous forme d'emprunts hypothécaires, de plus en plus à taux fixe. Voilà, et nos besoins courants sont via ces billets de trésorerie. Et on considère que c'est une structure de financement qui est optimisée. Oui. Une question posée par Jérémy Quix. Quelles sont vos ambitions de développement en Allemagne suite à votre acquisition de début d'année? Alors, je rappelle que nous ne sommes pas présents physiquement en Allemagne et je ne crois pas que la taille de ce pays nous permette d'y rentrer compte tenu de ce que je pourrais parler de ticket d'entrée. L'acquisition que nous avons réalisée en début d'année 2020, c'est une acquisition donc d'une société qui était une JV entre l'opérateur Nagel Allemagne et un opérateur français qui s'appelait STG. Donc cette JV donc était spécialisée au départ et à l'arrivée de France sur les flux internationaux. Nous avons historiquement des activités sur les flux internationaux au sein de STEF Transport, puisque nous réalisons à peu près aujourd'hui une centaine de millions d'euros entrées-sorties sur l'ensemble de ces flux. Lorsque nous avons écrit notre PMT en 2017, nous avons fixé comme ambition le développement de nos activités sur les flux européens, au départ de France, mais au départ de chacun des pays. L'acquisition de cette société, pour nous, représentait une formidable opportunité de nous renforcer sur ce périmètre-là, voilà, pas seulement sur l'Allemagne, c'est-à-dire de toutes les activités internationales au départ de France, voilà, puisque la société réalise un chiffre d'affaires un petit peu supérieur à 30 millions d'euros, et donc ça nous amène aujourd'hui à une taille de 130 millions d'euros. Voilà, ça nous amènera, puisque nous ne sommes que partenaires minoritaires de cette société, mais en tout cas du point de vue opérationnel, nous souhaitions continuer à prendre une position importante sur le marché français, sur les flux européens, et pas seulement sur l'Allemagne.
Alors on continue, une question de Monsieur Valéric, SCP des Finances. Bonjour, une question concernant votre patrimoine immobilier. Que représente la part du patrimoine dont vous êtes propriétaire sur la totalité de vos surfaces d'exploitation et quelle est votre politique en la matière? Alors aujourd'hui, on est essentiellement propriétaire de notre patrimoine immobilier et on a 95% de notre surface d'exploitation qui sont le fait de sites en propriété dans le groupe. Et les 5% pour lesquels nous sommes en location, c'est bien souvent sur des sites dans lesquels nous ne pouvons pas être propriétaires. Donc, ce sont des sites qui sont en AOT. Je pense notamment à des sites qui sont positionnés typiquement sur domaine public dans les marchés d'intérêt nationaux. Mais donc en la matière, vous avez bien compris que notre stratégie, c'est d'être, autant que faire se peut, systématiquement propriétaire de tous les actifs immobiliers. Voilà, allez, on va prendre une dernière question, mais alors là, c'est une question. Oui, ce sera la dernière, puis ça commence à être un petit peu technique. Observez-vous une tension sur les taux des billets de trésorerie actuellement? Avez-vous allongé la maturité de votre endettement? Alors, une tension sur les billets de trésorerie, non. On arrive. Enfin, j'ai vu qu'on a encore fait une émission hier, toujours à un taux négatif, donc non, pas de tension sur le marché des billets de trésorerie. Voilà. Quant à la maturité de notre endettement, vous l'avez compris, que ça se fait au gré des nouveaux investissements immobiliers et des emprunts qu'on y adosse. Voilà, et on est toujours un petit peu plus de 3 ans de maturité de notre dette moyenne. Voilà, écoutez, merci beaucoup d'être venu nous écouter ce matin, d'avoir partagé notre enthousiasme et puis surtout tout ce qu'on avait à vous dire sur l'histoire du groupe. Et puis, passez une bonne journée et puis bon courage pour les prochains jours.